Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Twitch pardon, et sur DXG Auto et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Grand Prix. C'est votre talk 100% Formule 1. Vous le remarquez, je parle peut-être un petit peu vite, c'est parce qu'évidemment l'émission de ce soir ne fera que 3 minutes 27, on ne fera pas plus, ça ne sert à rien de vous faire une émission plus longue que le Grand Prix le plus court de l'histoire que nous avons pu voir ce week-end du côté du circuit de Spa-Francorchamps. On va évidemment en parler. Mais on va pas parler que de ça, parce que 1h30 là-dessus, on s'est dit ça ferait peut-être un petit peu trop. Donc on vous parlera notamment de George Russell, qui risque fort évidemment d'aller chez Mercedes l'an prochain. Est-ce qu'on aura une rivalité entre George Russell et Lewis Hamilton? On vous parlera aussi bien sûr du Grand Prix des Pays-Bas de ce week-end à Zandvoort. Et puis puisque priorité à l'actu, on vous parlera aussi un petit peu de tout ce micmac qui pourrait avoir lieu chez Alfa Romeo. Vous allez voir, faut s'accrocher, hein, parce qu'on peut avoir des choses. BMW, Sauber, Ferrari, c'était peut-être pas le truc le plus incroyable en termes de titres d'équipe en Formule 1. Avec côté évidemment, vous voyez que toute l'équipe est là ce fois-ci. Hein, la Dream Team Next Gen était présente. Et bonsoir Manu, comment ça va? Salut Michael, salut à tous, ça va très bien. Moi je préfère plutôt prendre l'option 3h40 du coup pour l'émission, quitte à appliquer une durée du Grand Prix, puisque ça va être, il y a beaucoup de choses à dire, donc on va pouvoir revenir là-dessus et sur ce beau fiasco de dimanche. Oui, c'est ça. Alors évidemment, bien sûr, nous aurons des voix dissonantes, disons également que c'était formidable, bravo. Il faut qu'on puisse garder les accès, évidemment, n'est-ce pas Franck, hein, à mon avis, on ne va froisser personne ce soir, c'est pas le jour de la maison. Ah non, pas du tout. Bonsoir à tout le monde. Effectivement, un Grand Prix très particulier. Je pense qu'il restera forcément dans les annales. On peut se dire qu'on aura eu la chance de vivre ça. Malheureusement, pas la chance pour ceux qui étaient sur place. C'est surtout eux qui ont trinqué. Maintenant, moi, j'ai une pensée pour les pilotes qui ne sont pas risqués. On n'a pas risqué leur vie dimanche. Je pense que c'était la priorité. Après, voilà, le spectacle, pas le spectacle, on aura largement le temps d'en débattre. Oh, très clairement. Et puis vous le voyez, il est en direct évidemment du centre de conférence McLaren à Woking. C'est l'ami Alexandre qui pourra nous donner évidemment les toutes dernières nouvelles sur Carlos Sainz qui reviendrait chez McLaren. C'est ce que je vois en bas à droite, mon cher Alex. C'est ça, une exclusivité. Ça va, comme je suis ravi. On n'a jamais été aussi nombreux pour une course qui n'aura jamais été aussi courte. Alors je pense qu'on est bien parti. C'est-à-dire qu'on a vu comment dimanche partait et on s'est dit allez, on va sortir les rames, il va falloir du renfort pour l'émission de mardi, sinon on va avoir beaucoup de difficultés. D'ailleurs, je vous l'annonce déjà, l'émission va un peu bouger dans la semaine. Voilà, là c'est mardi, la semaine prochaine ce sera lundi. Puis on va faire un peu de ping-pong, puis on s'installera un peu plus dans cette case du mardi qui sera ma foi fort agréable et fort sympathique pour débriefer les Grands Prix et puis aussi revenir bien sûr sur toutes les petites informations du monde de la Formule 1. C'est moi qui vais te constater, Michael, que tu parles très bien anglais. Écoute, il semblerait que les vidéos que je poste soient déjà regardées, c'est pas merveilleux. Si vous avez le temps après l'émission, n'hésitez pas à aller voir évidemment une petite interview de Jimmy Johnson sur la chaîne Le Paddock. Mais du coup, parlons quand même de ce Grand Prix de Belgique. À Spa-Francorchamps, je sais que certains ne seront déjà pas ravis d'entendre ça, mais il y a bien eu un Grand Prix ce week-end, même si effectivement ça n'a pas été bien long. On a fait 3 petits tours et un seul aura même compté d'ailleurs dans le classement final et l'histoire retiendra. Même si là, je pense que, vous savez, il y a cette fameuse expression qui dit toujours que l'histoire ne retient pas comment ça s'est passé, mais uniquement le résultat. Mais t'as envie de dire que là, ce sera peut-être pas le cas. Hein. Vu comment on parle encore d'Indianapolis 2005, je pense qu'on va retenir surtout que Max Verstappen a gagné un Grand Prix en 3 minutes 27 dans des conditions absolument terribles devant George Russell qui marque son premier podium en Formule 1. Je pense, messieurs, qu'on sera d'accord pour dire que c'est finalement le seul côté réjouissant de ce week-end, si tant est qu'on puisse se réjouir. Du podium de George Russell. Lewis Hamilton termine 3ème devant Daniel Ricciardo et Sébastien Vettel, qui cette fois-ci a eu assez d'essence. C'est à signaler, il n'a pas eu de soucis. Après, j'aurais trouvé ça extraordinaire qu'il y en a un qui se fasse disqualifier parce qu'il n'a pas mis assez d'essence. Stratégie très risquée. Sous la pluie, Pierre Gasly termine 6ème devant Esteban Ocon, Charles Leclerc 8ème devant Nicolas Latifi. Ça fait quand même les 2 Williams dans les points pour 2 Grands Prix de suite. Là, ça fait très longtemps que ça n'est plus arrivé. Et Carlos Sainz termine 10ème sur sa Ferrari. Bon, évidemment, on n'est pas loin des résultats des qualifications. Manu, voilà, ton premier ressenti sur ce Grand Prix. On parlera un peu plus du week-end après, parce qu'il va bien falloir qu'on retrouve des choses à dire. Mais déjà, le dimanche, le Grand Prix, un peu tout ce qui s'est passé et pas passé, malheureusement. Il y a d'un côté, justement, ce côté un peu vraiment immense gâchis, où au final, on a fait poireauter tout le monde pendant des heures et des heures pour rien. Alors, c'est sûr que pour les gens qui ont payé plusieurs centaines d'euros pour être là-bas, c'est inadmissible, et je comprends très très bien que pour eux, ça ne passe pas du tout. C'est vrai que moi, j'ai pas mal échangé avec des gens sur Twitter et tu sentais que les gens disaient oui, c'est cool pour la sécurité des pilotes, mais moi, j'ai payé,
j'étais là-bas, j'ai passé une après-midi horrible et ça m'a coûté 200-300 euros. Donc là-dessus, je peux comprendre que les gens ne retiennent que ça quand ils étaient sur place. Et à la limite, je dirais que c'est les gens effectivement qu'il faut réussir à, d'une manière ou d'une autre, contenter plus tard. Après, pour nous qui étions à distance et pour les téléspectateurs et autres, alors oui, c'est frustrant, on aurait tous aimé voir une course, on était tous très contents que la saison reprenne après la pause estivale, mais encore une fois, il y a un principe de précaution, donc certains, pour certains, c'est pas plaisant parce que les pilotes de F1 devraient courir en toutes conditions. Le fait est que quand tu as 20 pilotes sur 20 qui disent effectivement on ne peut rien voir, il faut peut-être les écouter et dire effectivement si on ne peut rien voir, on ne court pas. Alors c'est sûr que ça fait un spectacle vraiment triste. C'est un fiasco parce que finalement ils ont tout tenté et en même temps en voulant tout tenter ils ont fait le truc, la situation la pire possible avec 3 tours sous safety car 3 heures après le départ théorique. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que pour moi c'est loin du fiasco de Indy 2005 par exemple, parce que la F1 a quand même tout tenté pour que ça se passe bien et surtout le directeur de course dont je dirais le rôle premier est d'assurer la sécurité des pilotes, a rempli son rôle premier, c'est-à-dire que les pilotes sont tous en un seul morceau et tous en forme, sachant que la veille, c'était pas passé loin déjà d'un gros accident pour Norris. Donc pour moi, ça reste positif, il faudrait juste maintenant que tout le monde se mette d'accord pour essayer de dédommager les gens qui étaient sur place, en fait, d'une manière ou d'une autre. Et ça, on sait que ça va être compliqué. Hein. Force évidemment à toutes celles et ceux qui étaient présents. Il y avait quand même 75 000 spectateurs qui étaient attendus. Je pense pas qu'on était arrivé à ce chiffre-là parce qu'à mon avis, beaucoup ont levé la tête en voulant partir de chez eux et ont vu que ça allait mal tourner. Ils sont peut-être pas venus, mais en tout cas, il y avait au moins 60 000 personnes qui étaient là, qui ont tenu très longtemps aussi. Il y a beaucoup de fans qui sont qui sont restés jusqu'au bout et qui ont fait un petit peu l'ambiance. On en parlera aussi peut-être si on a quelques instants, mais de toute la gestion autour du week-end aussi qui a été, ma foi, assez compliqué. Mais Franck, je trouve que Manu soulève un bon point en évoquant évidemment le crash de Lando Norris. Est-ce que selon toi, il n'y a pas non plus, et tu pourras aussi développer évidemment sur ton sentiment général, mais est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être un sentiment de précaution né de l'accident de Lando Norris, où on s'est dit, bon, on est déjà passé un peu pour des peintres, entre guillemets, parce que la veille, il se crache sous la pluie, on voulait pas risquer plus. Ah ouais, on peut penser ça effectivement sur le coup. Michael Massey a déclaré que c'était pas vraiment le cas. Il a dit qu'il avait éliminé cette partie-là de son jugement pour le juger effectivement selon les conditions du jour. C'est pour ça qu'il a beaucoup prêté attention, comme en Turquie en 2020, sur les ressentis des pilotes à la radio. Voilà, est-ce qu'il fallait donner le départ ou pas donner le départ. Donc, je pense pas que ça a forcément joué, je pense, dans le subconscient. Voilà, mais il y a quand même la pression d'une course de F1 internationale devant plus de 200 pays qui retransmettent ça en direct dans le monde. C'est pas la même chose qu'une course de F3, de W Series ou autre. Donc là, vous avez des contrats en jeu, des sommes qui sont énormes. Une image aussi derrière du sport automobile qui ruisselle après sur le reste. Donc la F1 se doit d'être exemplaire. Donc oui, ça a dû jouer, mais il y a quand même le paramètre. Il faut essayer de lancer la course si possible. Donc par contre, effectivement, je pense qu'on en reparlera aussi de Spa, du Raidillon et du fait que ces voitures qui rebondissent en haut de la bosse reviennent sur la piste. C'est vraiment le point noir à régler en priorité. Est-ce qu'il faut modifier le virage? Est-ce qu'il faut modifier les dégagements? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est tout un débat. Mais tant que ça, c'est pas résolu, effectivement, il y a ce risque-là qui doit jouer dans la tête du directeur de course. Donc, voilà. Si on ne voit pas une voiture, alors en plus, jet d'eau, virage à l'aveugle, dénivelé important, c'est 40 mètres, je crois, entre le bas et le haut. Ça veut dire que si une voiture elle part, et il y a quasiment toutes les chances que ça part à un moment ou à un autre pendant la course, c'est le risque de ce qui s'est passé avec Antoine Hubert, c'est de prendre une voiture en latéral et forcément les zones d'absorption d'un choc en latéral, c'est pas du tout la même chose qu'en frontal. Donc voilà, je pense que ça a forcément dû jouer. Maintenant, la Formule 1 a toujours couru sous la pluie, donc au bout d'un moment, il faut aussi qu'on se dise, est-ce que la Formule 1 doit continuer à courir sous la pluie, tout simplement, comme est-ce qu'on ne doit pas être comme la NASCAR ou l'IndyCar sur l'ovale. Je ne pense pas que le débat se pose, je pense que tout le monde a envie de continuer à courir sous la pluie. Après, il y a un principe de précaution qui fait on a eu le crash de Jules Bianchi en 2014 sous la pluie, on a eu pas mal de choses effectivement qui sont faites sous la pluie, qui font qu'aujourd'hui c'est plus acceptable, je pense, d'avoir un mort en direct à la télévision parce qu'on n'a pas jugé correctement les conditions. Donc moi je dis bravo à la FIA pour la sécurité. Sur ce coup-là, je pense qu'il n'y avait rien à redire là-dessus. Après, sur le fait de lancer un simulacre de course, ça c'est hautement plus discutable. Moi j'en appelle à Liberty Media et aux équipes
de rembourser. Je pense que la facture du dimanche, si on rembourse que le dimanche, c'est autour de 14 ou 15 millions d'euros. Ça doit se trouver extrêmement facilement. On a appris aujourd'hui que les 10 équipes de F1 allaient toucher les 1,2 millions de dollars normalement dévolus à la tenue du Grand Prix du Japon, puisqu'en fait le budget plafonné sont de 145 millions de dollars plus 1,2 million de dollars par course supplémentaire. Or, il n'y aura que 22 courses cette année. Voilà, j'appelle la Liberty Media, j'appelle les équipes à mettre la main à la poche, à renoncer à une partie de ces bonus pour pouvoir rembourser les spectateurs. Pour l'image de la F1, parce qu'elle en sortira grandie. Après, on ne pourra pas rembourser les hôtels, les déplacements et tout ça. Ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas prendre en compte. Bien sûr. Mais voilà, pour moi, c'est le geste que la Formule 1 devrait faire. Après, voilà, ça n'arrivera pas tous les ans, ça n'arrivera pas tous les 10 ans non plus, mais voilà, on sait que ça peut arriver. Donc, c'est arrivé en 2005, c'est arrivé en 2021, donc voilà, 16 ans, on peut se dire qu'une fois tous les 16 ans, on peut faire ce genre de geste. Ah bah voilà, vivement le geste à faire en 2037 du coup, mon cher Alexandre. La question se pose parce qu'effectivement on parle de rembourser, mais c'est vrai que c'est assez compliqué, on voit déjà que ça se relance un peu la balle. On rappelle qu'il y a quand même 3 parties prenantes, il y a la FOM, l'organisation donc justement de la Formule 1, il y a Spa Grand Prix qui est le promoteur du Grand Prix, et il y a le circuit Spa-Francorchamps. Et le circuit Spa-Francorchamps, eux ils se retrouvent dans la pire des situations, parce qu'ils n'ont pas gagné grand-chose en termes financiers, puisque la vente des billets va à Spa Grand Prix. Eux, ils touchent quoi ? Ils touchent un pourcentage, justement, du fait que Spa Grand Prix fait, et puis tout ce qui est vente de frites, de snacks et tout ça sur le circuit. Et ceux qui ont la pire publicité aujourd'hui, c'est le circuit Spa-Francorchamps qui se retrouve dans l'œil du cyclone. Donc Alexandre, effectivement, je pense que ça ne doit pas être simple pour toute cette organisation-là. Oui, je pense qu'en fait, dans le débat, je pense qu'il faut dissocier 2 choses. C'est l'aspect FIA et l'aspect FOM, l'aspect sportif et sécuritaire et l'aspect commercial. Et en fait, toute la polémique qui existe, elle n'est pas sur le volet sécuritaire. Personne ne reproche à Michael Masi de ne pas avoir lancé 20 F1 à 280 km/h dans le raidillon, dans le brouillard le plus complet. La polémique, elle concerne plutôt la collusion qui existerait entre la FIA et la FOM, à savoir est-ce que des décisions sécuritaires ou même des décisions de lancer une course de 2 tours ont été prises non pas pour des considérations sportives, c'est-à-dire par Michael Masi, mais est-ce que l'ombre de Stefano Domenicali, l'ombre de la FOM et l'ombre financière ne planaient pas sur toutes ces décisions? Et je pense que c'est de là que vient la polémique. Alors en effet, c'est finalement bon pour l'image sécuritaire de la FIA, mais au contraire, ça pose de vraies questions sur cette F1, et on peut reprendre ici la critique de Lewis Hamilton, qui avait été très clair en disant qu'on a lancé une course de 2 tours seulement pour l'argent, et non pas pour le circuit, mais pour la FOM, puisqu'il y a aussi une autre distinction à faire. Une course de 2 tours, ça veut dire que le Grand Prix a eu lieu techniquement, donc ça veut dire que le circuit doit payer ce qu'il doit payer, ça veut dire que les assureurs, etc., ne doivent pas se mettre en marche. Donc voilà. Dans quelle mesure la FIA, qui est peut-être aussi financée par la FOM, ou dont les financements proviennent aussi du sport, n'a-t-elle pas été influencée par ces décisions de manière inconsciente ou inconsciente? Ça, c'est un vrai sujet. Et je pense que ça n'a pas fini de faire parler. Et en effet, on peut se demander si c'est pour des considérations marketing, 15 millions d'euros et faire un beau geste, ça ne vaut pas le coup. Finalement, lorsqu'on voit les immenses contrats de sponsoring qu'a signé la F1, voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas finalement un coût marketing à faire et que 15 millions d'euros, ce serait rentable à cette échelle? Oui, car techniquement, on tient à le rappeler, et on parlera aussi, parce que c'est bien dans le chat, il y a des gens qui étaient, et n'hésitez pas à faire votre retour d'expérience aussi, c'est une émission interactive bien sûr, mais dans les faits, techniquement, personne ne doit pas un centime à personne. Voilà, c'est-à-dire que le Grand Prix de Belgique a eu lieu. Il existe, il a été fait, donc l'événement a eu lieu, pas exactement comme il a été présenté, il n'y a pas eu 44 tours, il n'y a pas eu ce genre de choses, mais ça rentre dans les critères que la FIA met en avant. Donc on a Spectre9 qui nous dit dans le chat aussi, donc qui était sur place, et qui ne pense pas que les tickets devraient être remboursés. Il y a quand même eu un événement et pas mal de choses à voir. Certes, la course était la cerise sur le gâteau, mais le gâteau était sympa quand même. Et après, il nous dit effectivement, on pourrait peut-être rembourser les tickets du dimanche, parce que ceux qui ne sont venus que le dimanche... alors, il y en a qui diraient peut-être oui, mais ils ont vu une course de F3, ils ont vu la Porsche Super Cup. Pas forcément, parce que ça c'était le problème principal, c'est-à-dire que j'ai vu pas mal de gens qui expliquaient qu'ils ont mis parfois 6 heures à arriver au circuit. On a vécu la France 2018, quoi, au niveau des infrastructures, Manu. Tout au long du week-end, il y a eu des images aériennes des routes d'accès qui étaient complètement bondées.
Et c'était assez problématique. Même toutes les séances du matin, grosso modo, c'était l'image qui était donnée, quoi. Donc, effectivement, ça a été un problème d'organisationnel qui était plus large que ça. Alors, c'est assez difficile à comprendre parce que c'est un circuit qui accueille la F1 tous les ans. Du coup, ça, c'est bizarre qu'il y ait des problèmes qui se posent, qui ne semblaient pas, en tout cas, se poser l'an dernier. Après, est-ce que c'est dû justement à l'état des parkings, au fait d'avoir du mal à faire rentrer les voitures dedans et après, toutes les contraintes Covid aussi, j'imagine, qui doivent ralentir certains processus. Mais dans les faits, Spa, c'est effectivement pas montré au niveau de l'organisation habituelle. Et ça ajoute justement à ce côté frustration, je pense, pour les gens qui étaient sur place, quoi. Bah, disons qu'arriver à... vas-y, Franck. Non, effectivement, il y a plein de parkings qui ont été fermés. Les gens étaient se garer, je crois, 10-15 km derrière. Et certains parkings étaient déjà à une demi-heure de marche eux-mêmes du circuit. C'était assez mal fichu. Ouais. Et on peut encore se dire, heureusement qu'il n'y avait que la moitié du public. Et oui. Vous imaginez s'il y avait 150 000 personnes qui étaient lancées. C'est une catastrophe. Ça aurait été une Silverstone, je ne sais plus quelle année c'était, où il y a des gens qui n'étaient même pas arrivés pour le départ de la course. Donc non, la météo était assez exécrable en Belgique là, cet été. Ouais. Donc, des inondations assez dingues, aussi bien aussi en Allemagne, en Luxembourg. Donc voilà, il faut le rappeler. D'ailleurs, Spa avait été touché, il y a eu des dégâts. Donc, à deux reprises. Oui, là, ils ont vraiment dégusté, hein, je pense, à tous les niveaux, nos amis belges. Autant par la météo que par ce week-end, voilà, qui restera historique dans le mauvais sens du terme. Voilà, mais heureusement qu'on n'avait pas 150 000 personnes, parce que je pense que le niveau de colère serait encore différent. Certains ont dû. Ça fait 3 ans que le circuit du Spa est maudit. Hein. 2019, on pense tous ici à ce qui s'est passé pour Antoine Hubert. L'an dernier, il y avait le Covid. Cette année, c'est la catastrophe. Il y a aussi eu le drame de la directrice de circuit. Donc, c'est vraiment une série de 3 Grands Prix absolument maudits pour cette édition. On a d'ailleurs la petite phrase qui est rigolote mais terrible aussi, c'est que l'an dernier on a eu un Grand Prix sans public et cette année on a eu un public sans Grand Prix un petit peu pour le circuit de Spa-Francorchamps. Faut savoir, alors le circuit de Francorchamps, déjà le problème, l'un des problèmes, c'est-à-dire qu'il est vraiment, il est dans le village, quoi. Vous rentrez dans le village de Francorchamps, vous continuez sur la route principale et vous avez le circuit qui vous tombe dessus. Donc ça fait que même s'il est plutôt bien desservi niveau autoroute, le circuit, il faut quand même passer par des routes qui sont pas très larges, forcément pour aller rejoindre les divers parkings. Je ne sais pas si au niveau des déviations de police s'est passé quelque chose ou quoi, parce que d'habitude on n'a jamais ces problèmes à Francorchamps et c'est pas la première fois qu'il y a de la pluie sur ce circuit. Je pense que voilà, c'est pas non plus incroyable. Qu'il ait fallu l'aide des agriculteurs locaux pour aller déloger les voitures, ça c'était plus inédit, ça je vous avoue, mais en même temps il a plu littéralement 7 heures de suite le dimanche, c'est vraiment un déluge comme on n'en a jamais vu sur une piste pareille. Mais donc voilà, je sais pas trop ce qu'il est possible de faire. De faire mieux, les navettes n'étaient pas tout à fait extrêmement bien faites non plus, donc voilà, faut voir un petit peu. Alors Ismaël nous dit donc le président du circuit, hein, Melchior Watley, a dit qu'il pense qu'il y aura un geste, faut attendre l'assemblée générale, après voilà, il pense, mais je pense qu'une fois que ça va vraiment arriver, c'est dommage, c'est comme vous l'expliquiez tout à l'heure, si c'est effectivement 15 millions, c'est peanuts pour la FOM et tout ça, mais ça va se renvoyer la balle quand même. Et on rappelle que Spa Grand Prix, c'est quand même une organisation qui est en général déficitaire, qui a beaucoup de difficultés, notamment qui à un moment a failli d'ailleurs ne plus exister puisqu'on avait en doute les subventions de la région wallonne. Donc ça risque aussi d'être compliqué si eux doivent mettre la main au portefeuille. Ah oui, mais il faut rappeler qu'un Grand Prix de F1 réussi, c'est un Grand Prix de F1 à l'équilibre. C'est pas un Grand Prix de F1 rentable. En général, les circuits, les promoteurs, ils organisent quasiment, si c'est pas à limite à perte, c'est tout juste à l'équilibre. C'est le rayonnement sur la région, sur le pays, qui fait que qu'il y a effectivement un intérêt pour le pays à avoir la course. Moi, je reviens juste sur l'histoire des parkings, parce que je pense pas qu'on va y passer 2 heures non plus, mais c'est juste pour dire que ça a aussi ajouté la frustration des gens sur place. Ils ont déjà vécu une galère pas possible à venir pour ne rien voir, et une galère pas possible pour repartir. Pour moi, je pense qu'il faut faire quelque chose. Mon estimation de 15 millions d'euros, elle venait tout simplement de 70 000 spectateurs fois 200 euros, grosso modo, le prix moyen d'un billet pour le dimanche. Donc voilà, on est à peu près à 14-15 millions d'euros. Je pense que Spa Grand Prix doit payer entre 20 et 22 millions d'euros, si je me trompe pas, son ticket d'entrée. Donc c'est clair que c'est pas l'organisateur qui peut payer ça. À Liberty Media de prendre sa responsabilité, à la région aussi. S'il y a des assureurs aussi qui peuvent mettre la main à la pâte, je pense que tout ça va être discuté.
Mais pour moi, un geste doit être fait. Voilà. Le problème, à mon avis, c'est que Liberty Media ne veut pas créer un précédent, parce que si on commence à rembourser un circuit dès qu'il pleut, etc., il va falloir le faire, il y aura la jurisprudence, il va falloir le faire à tous les circuits. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a une extrême prudence de ce côté aussi. Et un circuit pourrait se retourner contre Liberty Media en disant « Ah bah oui, mais nous, voilà... il y a eu un gros carton, on a fait 52 tours au lieu de 74 parce que voilà, on a fini 2 heures. Enfin voilà, pourquoi Spa il y a eu le droit? Ah oui, mais c'est parce qu'ils ont fait que 2 tours, donc est-ce qu'ils vont devoir commencer à mettre des trucs en disant vous devez faire 15% de la course pour... Enfin voilà, ça deviendrait. Je pense qu'on va y venir, ça. C'est comme l'histoire des points aussi. À partir de quand est-ce qu'on attribue des points? Là, c'était une totale mascarade. Là, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne fallait pas attribuer de points. Entériner une course, un résultat, un podium pour l'histoire, pour les palmarès, oui. Donner des points pour ça, non. Donc pareil, ça peut à la rigueur être lié. Ils peuvent calquer les deux, effectivement, l'un sur l'autre. Parce que c'est vrai que finalement, ils auraient attribué des points type qualif sprint avec 3-2-1 pour les 3 premiers, histoire de faire un geste en gros pour dire bah voilà, bien joué pour votre résultat final du week-end qui a été une belle qualif, ça aurait été bien. Mais là, c'est vrai que attribuer des points là-dessus, c'est absolument ridicule. Si le championnat se joue à une poignée de points en faveur de Verstappen, on va forcément revenir dessus en fin d'année et ça va forcément gâcher la fête, donc c'est un peu dangereux. Et puis sportivement, en défaveur de Verstappen aussi, parce que finalement, il gagne pas autant de points qu'il aurait pu sur Hamilton, peut-être. Après, il aurait peut-être craché en course. Il y a le côté hypothétique, alors que le côté réel, c'est que s'ils n'avaient pas compté de points du tout, ils ne reprenaient pas Hamilton. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, effectivement, je pense que pour pas créer de précédent, il faudrait qu'il y ait une espèce de règle qui cumule les deux. Mais pour moi, ce serait à la FOM et à la FIA, en fait, qui sont finalement les deux responsables, entre guillemets, du fait qu'il n'y ait pas eu de course, par le fait que c'est eux qui sont obligés de prendre les décisions, qui devraient rembourser. Après, là, il faut faire attention, si jamais il y a un geste commercial, puisqu'en fait, ça va sûrement aller vers ça et non pas vers un remboursement, il faut faire attention à ne pas énerver plus les gens, parce que en 2018, le Grand Prix de France a fait un geste commercial. Pour l'année suivante, ils ont juste offert le parking. Et ça avait beaucoup gueulé, parce que quand tu as raté une journée complète de roulage et que tu en as chié le samedi et le dimanche, et que tu as dû te lever à 4h du matin alors que tu es à 80 km le dimanche pour aller jusqu'au circuit, il y a forcément un énervement qui fait que tu n'acceptes pas que le geste commercial soit 10 ou 20 balles, quoi. Et ça, je pense que il faudra qu'ils fassent attention. Et après, qu'à un moment, il faudra dire, voilà, on est désolé, on n'a juste pas les moyens de vous rembourser, quitte à ce que le circuit se désolidarise un peu de la FOM et de la FIA en disant, bah, ce serait à nous, mais on ne peut pas. Mais parce que finalement, je pense que les gens qui ont quitté Spa à 19h en n'ayant rien vu de la F1, en ayant vu 3 tours sous safety car et qui sont restés bloqués au circuit jusqu'à 1h ou 2 du mat, le temps de sortir des parkings en se faisant tracter par des villageois locaux et tout ça, je pense que eux, quand ils sont rentrés chez eux, ils se sont dit plus jamais, et je pense qu'ils seront prêts à payer 200 balles de plus pour aller sur un Grand Prix qui est un peu plus loin mais qui est bien organisé. Donc il faudra faire attention à ne pas froisser encore plus de monde derrière, quoi. C'est ça. C'est quel geste, voilà, tout ce genre de choses qui sont un petit peu complexe. On voulait évidemment en parler parce que ça reste, ça reste compliqué pour toutes les personnes qui se sont rendues là. Tu parlais, Franck, effectivement, en moyenne 200 €, mais je pense à certains, voilà, il y en a qui ont dépensé. Vous y allez à 4, vous pouvez dépenser très vite 1500 balles pour le week-end entier. C'est un véritable investissement. Pour beaucoup, c'est leurs vacances, en fait, finalement, de l'année qui passe sur un Grand Prix pour avoir un petit moment comme ça. Et ce fut bien compliqué, ne serait-ce que pour arriver sur le circuit. On rappelle aussi que pour beaucoup, on était dans des conditions quand même qui étaient terribles, puisque la majorité des billets Spa-Francorchamps sont des tribunes. Alors, si vous avez de la chance que ce soit une tribune pas couverte, déjà, vous êtes assis, c'est déjà un bon point, mais les 3/4 du temps, ce sont des collines. Là, autant vous dire que c'était juste de la boue de A à Z, et on a quand même eu pas mal de personnes qui ont gardé un bel esprit. C'est ce que le journaliste Kim Millman, aussi, enfin photographe Kim Millman disait dans sa dernière vidéo, c'est qu'il a vu pas mal de gens et tout, et ça gardait, voilà, il y avait un esprit de fête qui était toujours là, alors que pourtant, c'était compliqué. Oui, Manu, dis-nous. Non, le commentaire de Anaxandre dans le chat est terrifiant. Qui dit j'ai été tout le week-end, en plus d'avoir attendu 10 heures dans le froid, j'ai dû payer un agriculteur pour sortir ma place de parking 20 €. Bah oui, parce que c'est-à-dire que les agriculteurs, ils viennent avec leur tracteur, mais bon, c'est pas gratuit, quoi. Ah bah non, bien sûr, mais c'est pas ce qui me choque pas, c'est le fait que l'agriculteur fasse payer, mais ce qui me choque, c'est le fait qu'il faille rajouter ça. Enfin, t'imagines quand tu viens d'assister à ça dans le froid, que t'es sûrement en train de tomber malade de la journée et que ça finit comme ça. Enfin, c'est même plus de la frustration à ce niveau-là, c'est du dégoût. Donc, je pense que c'est vraiment, il va y avoir une vraie gestion. En plus, le circuit de Spa et la F1 vont devoir très bien gérer l'édition prochaine parce qu'il y aura les nouveaux dégagements. Il faudra s'assurer que ça fasse pas un deuxième fiasco. On y reviendra plus tard, mais sur le côté sécuritaire du circuit. Et il faudra gérer un public qui sera pas forcément motivé à revenir,
et accueillir le public qui reviendra, parce qu'il ne faut pas 2 éditions consécutives comme ça. Il faut que le public qui revient l'année prochaine soit entièrement satisfait. Donc ce sera vraiment une édition hyper importante l'an prochain aussi pour le circuit de Spa et pour le Grand Prix, quoi. Juste pour préciser le commentaire de Maxence, c'était l'agriculteur en question, c'était Nico Hülkenberg sur son tracteur qui faisait le camp pour aller vers le garage Williams. Faut bien gagner sa vie. Voilà, à un moment donné, si ça peut aller quelques euros pour avoir le baquet Williams l'an prochain, moi je me dis, il a bien raison, l'ami Nico, qui aura donc vu, n'empêche, il l'a vu, George Russell finir sur un podium avant lui, puisque du coup, voilà, je pense que Nico Hülkenberg sur un podium, j'enterre un petit peu l'idée, ça me semble un peu compliqué pour le pilote allemand, mais George Russell, voilà, c'est un peu c'est-à-dire que dans les résultats, j'ai envie de que ce soit le seul point sur lequel vous interveniez, parce que le reste est évidemment complètement anecdotique. Et voilà, à part Sergio Pérez qui perd des points parce qu'il s'est planté dans le tour de tour de mise en grille, pardon, il ne s'est rien passé évidemment. Mais au moins, eh bien, George Russell aura un podium en F1. J'ai vu certains qui se sont plaints qu'il célèbre ce podium. Je sais pas, Franck, toi, ce que tu en as pensé, mais à un moment donné. Quel tour de qualification, mais quel tour, voilà. C'est magistral, je veux dire. Et on sait très bien qu'à la régulière, chez Williams, il n'aura jamais de podium. Moi, je dis c'est un podium pour l'ensemble de son œuvre chez Williams. Voilà, c'est totalement mérité. On aurait eu Mazepin sur le podium, je pense que personne ne serait là en train de dire que c'est totalement mérité. Pour Russell, je pense que ça a été unanime. Je veux dire, tout le monde était très content de voir George Russell sur le podium. Voilà, il avait en plus eu je pense, une petite frustration de devoir finir derrière Latifi en Hongrie. Donc là, pour le coup, voilà, c'est un peu, on remet les choses dans l'ordre, on remet l'église au centre du village. C'est George Russell, le number one chez Williams, c'est lui qui s'est distingué. Il a sorti un tour, mais voilà, c'est. Ah ouais. Comme dit Toto Wolff, il n'y avait pas besoin de ça pour le convaincre. Donc ça voulait aussi dire clairement que le choix est fait, que George Russell sera chez Mercedes l'année prochaine. On attend juste que Valtteri Bottas ait signé son contrat ailleurs, certainement chez Alfa Romeo, pour faire l'annonce. Et je pense qu'on peut tous s'en réjouir parce que voilà, c'est un tour, mais sorti de je ne sais où, il est à 3 dixièmes de Max Verstappen, je crois, sur son tour de qualif. Ouais. Voilà, c'est juste bluffant. Voilà, c'est bluffant. Et puis, il faut voir aussi l'écart qui a été mis entre certains coéquipiers aussi. Je pense pas qu'à George Russell, Lando Norris, il allait mettre aussi une claque magistrale à Daniel Ricciardo. Et ce genre de choses. Voilà. Donc, non, bravo à George Russell pour ce podium, entre guillemets, mais voilà, qui vient récompenser pour moi plus sa carrière chez Williams que cette course en particulier. Puis ça vient un petit peu aussi casser la frustration de Sakir 2020, où finalement, lui avait tout fait pour se retrouver en tête et se dirigeait vers un gros résultat, premier ou deuxième, avant que Mercedes fasse des conneries. Donc, je pense que ça aide bien. Après, on peut penser à la frustration de Lando Norris, qui finalement aurait pu gagner sa première victoire sans son crash, parce que l'écart qu'il y avait en Q2 entre Norris et Ricciardo, s'ils avaient le même en Q3, ça aurait mis Norris 3 millièmes devant Verstappen, donc ça l'aurait mis en pole. Du coup, il y a vraiment de quoi être un peu frustré, mais après, c'est sûr que pour Russell, il n'y a rien à dire. Il a été, je pense qu'il a fait la perf de l'année déjà. Enfin, j'ai du mal à penser qu'on voit quelque chose de plus impressionnant cette année, ou alors il faudra vraiment que ce soit très très fort. Latifi qui fait le podium. T'imagines, Latifi en première ligne dès Zandvoort. Non, mais on a une saison folle. Hein. Je pense qu'on on peut tout voir encore d'ici la fin de l'année. Hein. Voilà, on a vraiment une saison de folie quand même. Ah ouais, carrément, c'est pas faux. Mais c'est vrai que Russell, franchement, et je comprends largement que Williams, c'est leur premier podium depuis Bakou 2017, leur première ligne depuis Monza 2017. Russell, c'est enfin la libération avec un gros résultat, et vraiment il le mérite parce qu'encore une fois, c'est sa 3e Q3 de l'année, donc c'est pas comme si c'était un hasard qu'il se soit retrouvé devant non plus. Les progrès que fait Williams, c'est grâce à Jost Capito, grâce à Dorilton et grâce à Russell, puisque je suis persuadé que c'est un grand artisan de la progression d'une écurie qui finalement utilise le même châssis depuis 3 ans. On voit que, encore une fois, c'est la seule écurie avec As à avoir gardé la même vraie base de châssis en 3 ans, et on voit la différence de progression entre l'une et l'autre. Donc il y a un vrai facteur de Russell dedans, et tant mieux pour eux. Honnêtement, il n'y a personne qui peut leur en vouloir d'être content, même si le résultat est tronqué. À la fin, le résultat est là, et pour eux, c'est super, quoi. Ça les relance, et puis c'est mérité. Oui, c'est d'autant plus mérité qu'en fait, c'est un peu l'injustice de Russell qui était le meilleur, le plus prometteur en F2 et qui a eu la plus mauvaise voiture en F1, parce qu'il faut se rappeler les écarts de points en 2018 en F2. Le 4e d'ailleurs, c'était De Vries, 202 points, on pourra en reparler peut-être plus tard. Albon faisait 3e, 212. Juste devant lui, il y avait Norris, 219, et Russell avait vraiment tout explosé avec 287 points. Donc quand on voit aujourd'hui
les performances de Norris face à Ricciardo, on dit Norris, nouvelle star, Norris, super crack, superstar, tout à fait vrai, il fait une saison absolument formidable, mais je suis désolé, mais en 2018, Norris se faisait largement battre par George Russell, donc peut-être que ça nous donne aussi un indice, ça nous situe le niveau de Russell. On espère qu'il aura un petit peu quand même cette Mercedes. Voilà, on n'est pas là pour dire du mal de Valtteri Bottas, mais on pense quand même que ce serait le bon moment. Vous pouvez tous dire évidemment à vos souhaits, à ma compagne qui vient d'éternuer dans le chat, n'hésitez pas. Mais voilà, ce serait évidemment une très belle récompense pour lui d'avoir ce bon Mercedes. Alors, c'est vrai que j'ai failli ajouter aussi que ça sécurise presque la 8e place pour Williams, mais c'est-à-dire qu'ils ont marqué tout ça en 2 week-ends, donc bon, d'ici à ce qu'Alpha fasse pareil, moi je ne prends aucun risque. Cette saison est fun. Ce qui est évident, c'est que sur les 2 dernières courses, Williams a écrit plus de points que Red Bull, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ah bah ouais. C'est ça. Williams championne du monde. Voilà, c'est parti pour 2022. C'est vrai qu'il faut rappeler aussi, c'était au Brésil 2019, qui était pourtant une course sur le sec, où justement Gasly avait fait son premier podium et tout ça. Alfa Romeo avait marqué 22 points, alors qu'ils avaient une voiture qui n'était pas beaucoup meilleure. Donc, il faut se méfier effectivement des courses folles qui nous restent à venir, parce qu'il y aura quand même Jeddah qui a priori sera un peu probablement un festival d'abandon. Zandvoort va être une course très compliquée. Monza, il peut toujours y avoir des surprises. Et on aura aussi probablement peut-être le Brésil, on aura les États-Unis, où c'est des courses où pareil, la météo peut s'en mêler. Donc la fin de saison risque d'être assez pleine de surprises pour tout le monde. Et c'est vrai que Williams, ça fait un très bon pas vers la 8e place, mais c'est certainement pas sécurisé. Ouais. On revient quand même au débat sur les points, du coup. Est-ce qu'il faut attribuer des points voilà, après 2 tours sous safety car? Je pense que tout le monde est assez unanime pour dire non. Ça risque d'ailleurs d'être vite revu dans les règlements, parce que la FIA, la F1 et les équipes vont se voir lors de la commission F1 le 5 octobre pour en discuter. Donc je pense très clairement qu'il y aura des décisions qui sont prises sur le nombre de points attribués à partir d'un certain nombre de pourcentages de tours, de vrais tours, voilà, de tours effectivement sous drapeau vert et pas derrière une voiture de sécurité. Parce que là, effectivement, on était étonnés avec Manu et Alex dimanche soir quand on traitait les réactions de ne pas voir la réaction d'Alfa Romeo. Sauf qu'Alfa Romeo a sorti un communiqué absolument, comment dire, très, très vindicatif le lundi, sur ce simulacre de course, et on peut effectivement comprendre que suite à ça, voilà, ils perdent quasiment, je pense, tout espoir, comme As d'ailleurs, de remonter sur Williams. Déjà les 10 premiers points en Hongrie, ça leur a fait mal. La 10 de plus en Belgique, voilà, et des points qui sont pas forcément mérités. Voilà, donc, ouais. Parce qu'on est quasiment sûr que Russell n'aurait pas terminé à la 2e place s'il y avait eu les 44 tours. Latifi n'aurait pas fait 9 non plus. Donc, voilà. Il aurait fait premier. Non mais ça va, c'est-à-dire que voilà, on est dans cette situation qui est un peu, si ça se trouve effectivement, Grand Prix qui se déroule, tout le monde se plante et voilà, on a les 2 Williams sur le podium peut-être. Enfin c'est des choses, ça peut, voilà, je veux dire il y a 23 ans, Jordan fait un doublé dans des circonstances très similaires niveau météo, et c'est peut-être là aussi qu'on voit un petit peu toute la distance qu'on a parcourue voilà, en tous ces temps-là, mais je pense que le départ de 80 minutes doit montrer qu'il ne fallait pas lancer la course. Ça, c'était peut-être la bonne chose. Mais c'est-à-dire que on est peut-être... Alors pour le côté des points, moi, je suis un peu... c'est dans le règlement. Donc, techniquement, ouais, ils ont appliqué le règlement à la lettre. D'un côté, je peux entendre ceux qui défendraient la FIA en disant « Oui, mais voilà, c'est le règlement, mais ils ont mis ça en se disant « Ça n'aurait jamais lieu, voilà, c'est impossible qu'un Grand Prix ne fasse que 2 tours, tout ce genre de choses. » D'un autre côté, j'aimerais rappeler qu'en formule alpine, en formule régionale alpine, c'est déjà arrivé ce cas de figure où, ben voilà, ils étaient... Alors, là, en plus, c'est dans des meetings où on doit partager l'affiche avec 45 autres séries, donc on a 1h30 et pas une de plus. Et ben dans ces cas-là, ils disaient, bah écoutez, on lance la course, on fait 3 tours et on rentre au stand, merci, et puis on donne la moitié des points. Donc le cas de figure, c'est déjà présenté. Donc peut-être que la FIA aurait dû s'y attendre un petit peu. C'est peut-être... Sur le changement de règles, donc la FIA va sûrement changer les règles, mais on peut se demander quelle sera vraiment la portée de ce changement de règles, pour 2 raisons. D'abord, on a vu qu'un Grand Prix qui n'a pas lieu comme ça a lieu une fois tous les 30 ans, enfin c'est la première fois qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Et la deuxième fois, c'est que la FIA, quand elle met des nouvelles règles, a tendance aussi à ne pas les respecter en cours de route. Je pense à la règle des 3 heures. On a vu cette règle des 3 heures. Magnifique exemple. Et puis, on a tout d'un coup découvert qu'on pouvait appuyer sur le bouton pause, et puis finalement, donc, à quoi sert cette règle? Donc, est-ce que la FIA va changer vraiment parce que pour des motifs réglementaires et sécuritaires, ou simplement en réaction à une polémique, quand on voit que finalement, dans la chaleur d'un Grand Prix, dans des cas
de force majeure, il est possible de tout faire. Mais justement, ces règles sont faites pour des cas de force majeure. Alors, s'il est possible de les annuler finalement au bon vouloir de Michael Massey, à quoi ça peut bien servir? Alors, il y a une règle en cas de force majeure qu'on a apprise, en fait, qu'on a de la part de Stefano Domenicali, c'est qu'on peut avancer l'heure d'un Grand Prix si les commissaires sportifs le décident. Donc, je pense qu'on pourrait très bien arriver à un scénario où, quand on a des Grands Prix sous la pluie qui sont, là c'était quasiment certain, où la FIA le samedi soir prévient tout le monde, voilà, demain sera perturbé, comme quand il y a eu le typhon au Japon, il y a eu les qualifications installées, demain on annule la F3, la Porsche Super Cup, je ne sais quoi, et le créneau de lancement du Grand Prix c'est à partir de 10h, de 11h ou de midi, et on s'adapte selon quoi, et à ce moment-là effectivement le système de play-pause pour le chrono pourrait jouer. Rappelons que la Formule 1 prime sur toute autre série, certainement aussi sur la F2. Donc, moi, je suis quasiment persuadé que lors du 5 octobre, il y aura une règle, ou moins quelque chose qui clarifiera le fait que, voilà, si le Grand Prix s'annonce pluvieux ou très pluvieux, la F1 se donne la liberté, le droit d'avancer l'horaire du Grand Prix, aux télévisions de s'adapter, à tout le monde de s'adapter, aux spectateurs de s'adapter aussi. Voilà. De manière ironique, ça tombera un 5 octobre, et le 5 octobre 2014, la F1 avait hésité à avancer l'heure du Grand Prix. Justement, ça s'était pas fait parce qu'il y avait des diffuseurs qui avaient dit bah non, hors de question. Et on sait comment ça a fini avec l'accident de Jules Bianchi, alors que le typhon était prévu exactement de la même manière. Donc là, c'est vrai que ce week-end, ça aurait pu se réfléchir. Ils auraient fait la course à ne serait-ce que midi. Ça roulait. Hein. Ça roulait. Jusqu'à 13h, ça roulait. On a vu que la F3 le matin a roulé sur piste humide, mais sans la pluie. La Porsche Super Cup a roulé sous beaucoup de pluie, mais c'était encore jouable. Il y avait une partie du circuit qui n'était pas trop inondée et la visibilité semblait pas catastrophique. Donc après, il faut que la F1 apprenne à s'adapter un peu. Je pense que la moto là-dessus peut donner des exemples parce qu'eux, ils sont capables d'inverser Moto 3, Moto 3 c'est souvent avant, mais ils sont capables d'inverser Moto GP et Moto 2 en disant on met le Moto GP avant parce qu'il faut que ça se tienne à un telle heure pour les diffuseurs ou à un tel horaire parce que la météo est comme ça ou quoi. Et finalement, ça peut être aussi une source d'inspiration. Donc, ouais, mais je pense, Manu, que c'est plus facile pour la moto parce que dans 90% des pays où c'est diffusé, ils vendent Moto 3, Moto 2, Moto GP comme package. Et donc, du coup, le diffuseur est en direct à partir de 10h40, je crois, pour le départ de la Moto 3. Ouais, et donc, voilà, ils peuvent un peu mettre la course où ils veulent dans un peu tout le lot. Donc, c'est peut-être effectivement plus simple. C'est peut-être aussi une manière de repenser les week-ends et les packages. Hein. C'est peut-être le moment aussi de répondre à une question qui est souvent revenue, c'est pourquoi est-ce qu'on ne fait pas, c'est pas Roland Garros quand il pleut, on repart le match le lendemain. C'est déjà la F1 s'est expliqué sur ce point, c'est tout simplement impossible parce que les commissaires de course, contrairement aux États-Unis en NASCAR, ce ne sont pas des professionnels, hein, ce sont des amateurs et tout simplement ils bossent le lendemain, ils ne peuvent pas se libérer, il faudrait aussi leur payer des hébergements, etc. Donc pour tout un tas de raisons, un Grand Prix le lundi, c'était aussi, ça n'a jamais été envisagé. Idem l'hôtel pour les équipes, l'hôtel pour les pilotes, voilà, tout le monde, tout est bouclé en général. Les gens partent le dimanche soir ou le lundi matin. Tout le monde le lundi, tant mieux. Voilà, mais les équipes sont arrivées le lundi à Zandvoort déjà, donc rendez-vous compte. Ça Après, pour en revenir aux histoires de 3h, 4h et tout ça, je pense que la F1 devrait faire un règlement qui est plus permissif, mais qui par contre ne serait pas, à aucun moment, il serait possible de passer de là. C'est-à-dire qu'on devrait revenir aux 4 heures sur l'événement et pas 3 heures. Enfin, 4 heures, c'était la limite qui avait été mise en place au Grand Prix du Canada. À la limite, c'est très bien, voire mettre une limite qui est pas forcément de limite. Et par contre, dire, voilà, il faut absolument qu'il y ait 15% des tours normalement prévus qui se fassent sous drapeau vert pour que le résultat compte. Et si c'est pas le cas, on ne fait pas compter les résultats. Mais dans tous les cas, effectivement, il faut qu'ils arrivent à faire quelque chose qui, sportivement, ait un peu plus de gueule. Après, c'est arrivé rarement. C'est que le 6e Grand Prix de l'histoire où il y a la moitié des points qui sont distribués, donc c'est quelque chose de rare. Mais on voit qu'à chaque fois que c'est quelque chose de rare, enfin, qu'à chaque fois que ça se passe, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Malaisie 2009, ils attendent 1h30 sur la grille avant d'annuler. Australie 91, ils annulent rapidement parce que de toute façon, c'était le déluge, c'était la mousson. Mais après, j'ai moins les circonstances de ceux d'avant, mais je sais que ça reste quand même quelque chose qui, à chaque fois, a besoin d'être revu et qui pose toujours des problèmes. Donc, il faut qu'ils arrivent à déterminer quelque chose de plus permissif initialement et quelque chose à la fois qui oblige un peu plus de roulage et dire, bah voilà, si toutefois on ne peut pas rouler, on accepte qu'il n'y ait pas de Grand Prix et que le Grand Prix ne compte pas au championnat et ça peut arriver, c'est rare, de toute façon ça arrivera une fois tous les, on va dire 30 à 70 ans, mais ça peut arriver. Disons qu'il
Pardon, on sera peut-être plus né la prochaine fois que ça arrivera, on sera peut-être déjà décédé. Mais il y a ça, après il y a aussi d'autres choses qui peuvent être mises en place. Par exemple, Daniel Ricciardo disait qu'à 14h30 ça roulait. Bon, sauf pour Pérez, mais à 14h30 il paraît que ça roulait. Ouais, non, mais les conditions n'avaient pas l'air si délicates. On rappelle que ça a commencé à tourner vinaigre quand l'averse s'est abattue sur la grille vers 15h et qu'on a décalé le premier départ. Ce qu'il faudrait en fait, c'est une voiture, ou alors qu'on laisse les Formule 1 adopter un rythme. Par exemple, en disant voilà, le rythme sous la pluie c'est 2 minutes 10, 2 minutes 15 à Spa, selon l'intensité. Vous dites, vous partez tous sur un rythme de 2,40, qui est largement supérieur à la safety car. Vous vous mettez donc pas en danger comme ça, et ça permettrait peut-être de voir si on arriverait à sécher la piste sans safety car. Il y a cette solution-là qui a été proposée, que je trouve intéressante. Il y a une autre solution plus technique qui a été aussi suggérée, c'est pour réduire les sprays d'eau et les jets d'eau. C'est pourquoi est-ce qu'on n'imposerait pas aux équipes de F1 un carénage spécial pluie qu'on pourrait monter sur la grille de départ, qui serait standardisé pour tout le monde. Des bavettes. Des bavettes, exactement. Ça existe dans d'autres sports. Voilà, il suffirait que les attaches soient prêtes sur les F1, standardisées, obligatoires. En cas de pluie, eh bien, on monte ces bavettes qui permettraient effectivement de redresser le flux d'eau derrière et au moins de plus avoir de problème de visibilité, parce que c'était plutôt la visibilité qui est en cause que la quantité d'eau. Voilà, donc il y a une petite solution qui pourrait faire en sorte que les Formule 1 puissent tourner un peu plus sous la pluie, au moins en termes de premier tour, parce que en fait le souci c'est de les lancer. Une fois que c'est lancé, que ça commence à s'assécher, qu'il y a une trajectoire, ça va toujours un petit peu de mieux en mieux. Sauf si effectivement on a un vrai déluge. Mais c'était pas le cas à Spa. Là, Spa, la pluie a été continue. Voilà. Ouais, alors si jamais il faut développer des carénages spéciaux, Red Bull et Mercedes vont dire mais il faut absolument pas les compter dans les budgets plafonnés. Voilà, c'est un scandale. Alors sur Bright et Delicate nous demande est-ce qu'en IndyCar ils annulent quand il pleut? Non, hein, encore une fois, non. Ça, je continuerai à me battre pour vous dire que sur un circuit routier urbain, on roule. Après, sur un ovale, évidemment, on ne peut pas, mais sur un circuit routier urbain, on roule. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai un petit souci, entre guillemets, avec la fameuse règle où on veut imaginer X% de la course courue sous drapeau vert pour que le résultat soit entériné. Imaginons, le Grand Prix de Jeddah est une boucherie, ce que je ne souhaite pas, mais il y a un ou deux gros crashs, on fait les tours safety car, il y a des casse moteurs, on est obligé de mettre la voiture de sécurité parce que on peut pas aller chercher des voitures, il n'y a pas de grue, il n'y a pas tout ce genre de choses, et tu te retrouves avec la moitié du Grand Prix qui a été roulé sous la voiture de sécurité. Et je parle, tout le monde s'en sort sur ses deux jambes, il n'y a pas eu un blessé, il n'y a rien eu, juste Grand Prix chaotique. Est-ce que si on écrit la règle en disant il faut X% de course, ainsi de suite, sous drapeau vert, machin, on va dire vous avez que la moitié des points, parce que, alors Alexandre, toi t'as l'air complètement d'accord, mais je sais pas, moi ça me paraîtrait... Au moins, Jeddah, il pleuvra pas. Mais attends, malheureux. Depuis qu'on a décalé un Grand Prix du Qatar au lundi en moto parce qu'il pleuvait. Je pense que la FIA, s'il y a une leçon à tirer, c'est qu'il faut rester pragmatique, je pense, et pas s'enfermer dans des carcans réglementaires. Donc moi, je pense qu'au lieu de vouloir tout prévoir, on ne pourra jamais tout prévoir. Et je pense que la F1, la FIA, elle souffre aussi de surréglementation. Il faudrait mieux se laisser une marge de manœuvre et voir selon les événements, parce que chaque Grand Prix est unique, chaque condition météo est unique, chaque circuit n'a pas la même longueur ou les mêmes conditions de sécurité, donc il faudrait pouvoir gérer ça au fil de l'eau, si je puis dire. Le problème, c'est que ça va forcément amener les équipes à plus se battre quand il y a un règlement qui est écrit. Regarde, je suis sûr que là, il y a quand même des équipes qui sont très mécontentes du résultat des entières, mais personne ne se bat. Pourquoi? Parce que le règlement est très strict et qu'il a été appliqué à la lettre. Du coup, ils n'ont pas de levier à tirer. Si tu n'as pas de règlement, tu auras forcément des leviers à tirer. Et on sera encore en train de débattre de est-ce qu'il faut compter, est-ce qu'il ne faut pas compter. La FIA sera encore en train de voir des appels arriver et tout ça. Moi, je pense que si on met 15%, par exemple, si à Jeddah, il y a un carnage dans tous les sens et qu'il y a des safety cars tout le long et qu'on fait 85% des tours sous safety car, pour moi, ce sera la même merde qu'un Grand Prix de 3 tours sous safety car. Ce sera ridicule aussi. Donc... Mais comme je l'ai vu dans le chat, de toute façon, la direction de course met le drapeau rouge maintenant. Donc, oui, voilà, surtout qu'à Jeddah, si ça tape pas très fort, donc ça va forcément devoir s'arrêter. Mais dans le cas où on est 85% couru sous safety car, et je pense notamment à la pluie, parce qu'on se rappelle que des Grands Prix comme Corée 2010, ils font 17 tours de mémoire sur les 50 grosso modo, avant de lancer la course, donc sous safety car. Ça, pour moi, ça ne peut pas compter comme un Grand Prix. Si après, ils arrêtent la course parce qu'il y a trop d'eau, ça ne peut pas être compté comme un Grand Prix. Donc, je pense qu'en disant on fait 15% des tours sous drapeau vert, ça donne le côté aux équipes qui sont... Enfin, le côté à la FIA où voilà, on donne un spectacle, même s'il est court, il y a un vrai spectacle. Pas dire, on a fait un simulacre de spectacle et puis on passe à autre chose, quoi. Alors, on pourrait dire 15% des tours au moins sous drapeau vert et
une autre limite plutôt haute, disant il faut au moins 75% des tours parcourus soient aussi faits sous drapeau vert. C'est par exemple, voilà, ce qui éliminerait du coup le problème de 40-50 tours sous safety car. Pour avoir les 100% des points. Ouais, en tout cas, ils vont, je pense, effectivement, au moins se réunir pour en discuter, ce serait important. La dernière chose que je voulais évoquer sur ce week-end, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est ce Dillon, parce que voilà, c'était le point critique. Alors, c'était pas forcément le point le plus humide du circuit, mais on sait que c'est le point critique. Et là, bon, je pense qu'il est temps qu'on en parle. Alors oui, j'ai eu... Ce qui est bien, c'est qu'on a eu tous les sons de cloche ce week-end sur les réseaux sociaux, sur les réactions des pilotes. On a eu vraiment tous les sons de cloche, tout a été dit dans tous les sens, et c'est très bien, les médias s'en sont emparés de plusieurs manières. Oui, l'accident de W Series, c'est simplement des voitures qui s'empilent dans un dégagement. Non, par contre, elles repartent pas en piste toutes seules. Voilà, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi mettre les points sur les i. Il y a quand même ce problème qu'elle se retrouve. On a Beiske Visser, la pauvre, qui se retrouve en tonneau sur la piste. Donc voilà, vous imaginez que ça aurait pu mal tourner aussi. Lando Norris, pareil. Oui, il n'a rien et honnêtement, je vais pas vous le cacher. Je vois l'accident, à aucun moment je me suis dit il allait se blesser, il n'y avait aucun risque. Les voitures sont assez safe pour ça. C'est juste un gros carton. Mais s'il y en a un qui arrive derrière au même moment et qui l'emplafonne, là je peux vous dire que j'aurais un petit peu plus serré les fesses, si vous me pardonnez l'expression. Donc voilà, c'est ce genre de choses. La F3 avec Caio Collet qui a été... Et le crash qui passe à fond dans le dégagement. Alors ça déjà c'est un miracle que ce soit sorti. Et il y a un crash en fond de peloton, justement, où tu as 5 ou 6 voitures qui passent à fond, à côté d'une voiture qui est vraiment à la perpendiculaire sur la piste. Et là, on est vraiment passé à quelques centimètres du même drame qu'Antoine Hubert, quoi, de toute façon. Et il y avait aussi, en 2016, un crash très violent de Magnussen avec Renault, où il s'était sorti avec une petite entaille sur la cheville gauche, mais il était parti en tête à queue tout de suite, et il avait frappé à 280 facile, donc il n'avait pas rebondi, heureusement. Ouais. Ça avait arraché le headrest. Même à la rigueur, ça, j'aurais dit, bon, voilà, des gros crashs, ça peut arriver. Je veux dire, voilà, Max Verstappen a pris 51 G à Silverstone, c'est ce genre de choses. Mais le vrai problème, moi ce qui me pose problème avec le Dion, c'est pas qu'on peut taper très fort en haut, c'est qu'on peut taper à gauche et rebondir. Parce qu'aujourd'hui, avec les vitesses de passage, on est certain de rebondir de façon à traverser la piste. Et il suffit que ça se passe mal. Parce que des gens pourraient vous dire que le pauvre Antoine Hubert, d'ailleurs, on pense très fort à lui, c'était il y a 2 ans jour pour jour. Des gens seraient capables de vous dire ah oui, mais c'est dans le dégagement, donc voilà, on n'y est pas pour grand-chose. Mais là, on a vu que des choses se passer avec la voiture qui traverse la piste. Et puis surtout, l'accident d'Antoine Hubert, il démarre avec Giuliano Alesi qui tape à l'intérieur et qui est renvoyé sur la piste. Il provoque l'accident de Boschung, qui provoque l'accident d'Hubert. Donc, au bout d'un moment, et qui provoque d'ailleurs la crevaison de Correa qui va taper Hubert. Je veux dire, c'est exactement le même schéma. On en parlait la semaine dernière dans l'émission en disant c'est dangereux, ça risque d'être problématique, parce qu'on se basait sur l'accident de Jack Aitken aux 24 heures de Spa il y a moins d'un mois, qui a eu exactement le même problème et qui a fini à l'hôpital avec une clavicule et des vertèbres cassées. Lui aussi a tapé à l'intérieur en haut. Il est revenu sur la piste, il se fait percuter par 2 voitures et une troisième a tapé son moteur. Ce qui a envoyé aussi le pilote dans l'hôpital. Donc, il y a, en fait, le problème, il n'est plus à dire oui. J'ai vu beaucoup de gens, notamment sur les réseaux, qui disaient oui, mais bon, ça peut arriver. Non, en fait, là, aujourd'hui, ça arrive tout le temps. Il y a quand même 3 personnes qui ont fini à l'hôpital ce week-end. Il y en a 2 qui ont fini à l'hôpital aux 24 heures de Spa. Honnêtement, on n'est pas passé loin qu'il y en ait 4 ou 5 entre les 2 crashs de F3, enfin, le crash évité et celui qui a eu lieu. Et j'imagine même pas si la course F1 avait eu lieu, ce qu'on aurait pu voir. Donc, il faut. Alors, l'an prochain, il y aura des modifications qui vont être faites. Les graviers reviennent, ils vont repousser un peu les pneus, ils vont les mettre sur un angle un peu différent. Moi, je pense qu'il faut voir quand même étudier comment changer le revêtement de la barrière, parce que ces pneus hyper compacts, en fait, on voit que contrairement à d'autres milieux de pneus, les voitures ne s'enfoncent pas dedans. Il y a 4 rangées de pneus, mais en fait, les voitures rebondissent contre le revêtement qu'ils ont mis par-dessus. Donc, on voit bien Norris tape. En plus, les pneus étaient gorgés d'eau. En plus, Norris tape dedans, ça ne fait même pas bouger la barrière, ça renvoie la McLaren sur la piste. Donc, est-ce qu'il faudrait mettre un Tech Pro? Est-ce qu'il faudrait mettre autre chose? Il ne faut pas mettre une Safer, puisque ça fait renvoyer les voitures aussi. Un Tech Pro qui, lui, absorbe vraiment les chocs et a tendance à, entre guillemets, absorber les voitures aussi, serait peut-être la solution. Après, reste à voir en cas de choc frontal depuis le raidillon si ça serait suffisant. Le problème, c'est que dans le cas de Norris, je vais te répondre très simplement, Manu, avec les Tech Pro, ça fait exactement la même chose. Parce qu'on a vu Romain Grosjean en Russie, il fait la toupie après avoir tapé, et voilà, donc ça n'aurait pas absorbé le choc. Et heureusement. J'ai l'impression qu'il n'y a pas ce côté de renvoi. En fait, quand tu as un Tech Pro, tu tapes et tu reviens vers les Tech. Enfin, tu sais, ça renvoie les voitures.
elles restent plus dans l'axe de la sortie de piste et ne reviennent pas vraiment là. Dans les pneus, j'ai vraiment l'impression que ça les renvoie quasiment à un angle inverse, quoi. Enfin, c'est de ce côté. Norris, il finit quand même à l'autre bout du dégagement en face, quoi. Ouais, mais pour moi, là, le seul moyen, c'est... de toute façon, il y a deux solutions. La première, c'est d'élargir le dégagement. Moi, je continue de penser quand même que les voitures peuvent sortir à 300 km/h, même si la voiture peut s'encastrer dans le mur et rester là. Je trouve quand même qu'il y a quoi ? Il y a 15 mètres de dégagement, ça reste trop peu. Personnellement, je ne comprends pas que le circuit puisse être homologué, en fait, à cet endroit-là. Je pense que ça doit être une concession de la FIA qui dit, voilà, vous pouvez pas faire mieux, on vous l'autorise. Mais sur n'importe où ailleurs, je pense que ça ne marcherait pas. Donc dans ce cas-là, il faut simplement accentuer la courbe à droite pour qu'au moins on crée un peu ce dégagement sur le côté. Et que si tu fais une courbe plus à droite et que donc le point de corde à gauche est plus loin, si la voiture revient... elle reviendra pas complètement sur la piste parce elle aura tapé moins vite, donc elle sera moins envoyée sur la piste directement, et puis derrière a peut-être plus de chances de le voir, parce que le truc, c'est que il y a des aménagements qui sont prêts maintenant et qui sont prévus pour l'accueil de la moto l'an prochain et qui sont prévus, mais le souci, j'en ai d'ailleurs partagé une photo sur Twitter ce week-end, c'est que donc on va mettre une nouvelle tribune et on va vraiment faire épouser un rail qui va épouser cette tribune. Mais c'est pas non plus apparemment prévu qu'ils mettent les pneus à cet endroit-là, le gravier, enfin voilà, c'est pas encore très précis sur la manière de faire les aménagements. Après, pour moi, il y a aussi un autre débat qui est, est-ce qu'on doit modifier le virage ? Je vais peut-être pas me faire des amis, mais pour moi, il serait peut-être temps de commencer à le resserrer un petit peu, ce virage de rouge. Parce que la F1 passe maintenant à fond depuis de nombreuses années, ce n'est plus du tout un défi. Alors, je sais bien qu'il ne faut pas raisonner que pour la F1, il n'y a pas que la F1 qui roule à Spa, il y a beaucoup d'autres catégories. Le GT3 passe à fond, Franck, maintenant, quasiment. Même le GT3 passe à fond. C'est là que ça devient problématique pour moi, en fait. Donc, F2 et F3 aussi. Hein. Donc, du coup, ça ne fait que renforcer un peu mon sentiment qu'il faudrait maintenant, commencer à resserrer un peu ce virage pour qu'il redevienne un défi. C'est-à-dire que le passer à fond ne soit plus facile, que ce soit difficile, voire même impossible pour l'instant. Il faudrait peut-être attendre 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, avec l'évolution des monoplaces ou d'autres voitures. Voilà, et ça ralentirait naturellement. Alors, évidemment, je ne vais pas prôner une solution à la chicane de 94 dans le contexte des accidents qu'il y a eu à Imola. Mais je pense qu'au moins il est temps de resserrer un peu ce virage, de le rendre difficile pour les F1. Les F1 les passent à, je crois, c'est à 295, 300 au sommet de révision sur le sec. Il faut qu'elles arrivent à 270, 280 au grand maximum. Ça veut dire donc pour devoir soulager en bas ou prendre du risque, voir les pilotes de nouveau jouer avec le volant dans ce virage-là. Alors par contre, ça aura un autre impact, c'est qu'effectivement, un impact entre guillemets, je joue avec le mot volontairement, c'est que si ce virage devient difficile à passer à fond, ça veut dire qu'on risque aussi de voir plus de sorties de piste à cet endroit-là. Donc les dégagements sont encore plus importants. Après, vas-y Manu, mais... Ce que j'allais dire, ça risque d'être le retour des paris entre équipiers, comme avait fait Villeneuve et Zonta, qui les avaient conduits à se cracher tous les deux dedans. Mais après, je pense que si le virage est plus difficile, à mon avis, ils peuvent le faire épouser un peu plus le rail et les pneus de l'autre côté, mais justement faire en sorte que les pilotes passent moins vite dedans. Donc même s'il y a un choc, ce soit moins vite. Si on gagne déjà 20 km/h sur les vitesses d'impact, ça jouera grandement sur la suite des risques de suraccident. Après, le problème... Puis l'an prochain, les F1 risquent d'aller moins vite aussi, ou elles risquent peut-être moins de passer sur les dios à fond, et les nouvelles F1, c'est pas que l'aérodynamique qui évolue, c'est la sécurité, notamment tous les impacts latéraux vont voir, la sécurité des F1 va être renforcée sur ce point, donc peut-être qu'on atteint aussi un point extrême de ces F1, ce sera moins le cas. Après, le truc sur ce virage, on peut pas trop non plus aller à droite parce qu'il y a la sortie des stands endurance qui, elle, restera. Ça, on a beau faire ce qu'on veut, ça restera. Les 24 heures de Spa sont l'un des plus gros événements maintenant du circuit. Tout le monde était quand même unanime pour dire que quand elle a été adoptée, cette nouvelle sortie des stands, c'était très pratique. Parce qu'à l'époque, je vous rappelle que ça sortait au pied du raidillon, puis ça rentrait sur la piste. Hein. C'était un concept. Hein. Bon, heureusement, en général, elle plongeait vers la gauche, les autres, donc c'était assez loin, mais quand même, c'était pas, niveau sécurité, on n'était pas au top. Donc ça, je pense que malheureusement, ça va rester. Après, on peut quand même encore... resserrer légèrement le virage. Il était plus serré avant, ça les gens l'oublient. Alors j'ai partagé aussi un document de 94, quand vous voyez les images de 93 où ils sortent du virage à gauche, le rail il est à côté de la piste, moi c'est un truc, mais je me dis comment... De toute façon, le crash de Zanardi là-haut, c'était catastrophique, ce qui s'était mis... Salo aussi, Mika Salo aussi, il me semble. Ouais, en 98, ouais. Donc, Zonta aussi. Mais c'est vrai que finalement, parce qu'on regarde, il y a 4 crashs, il y a Villeneuve, Salo,
Zonta et Villeneuve, décidément, 98-99, mais à part ça, personne se sort dans le Raidillon. C'est ça en fait que j'ai du mal à comprendre. Zanardi, ouais, justement. J'ai vraiment du mal à le comprendre parce que ça fait quelques années que ça sort au Raidillon. Si vous remarquez, jusqu'en 2016, alors ça sortait en GP2, t'avais de temps en temps un crash au Raidillon, mais c'était plus à la sortie. Mais en F1, avant Magnussen, je vous mets au défi de trouver le dernier qui s'est crashé en F1 au Raidillon. C'est l'année d'ailleurs où on a recommencé à avoir des gros crashs en WEC aussi là-bas, et notamment en GT. Il y avait une Ford qui s'était pulvérisée dedans. 2 ans après, il y a Fittipaldi qui s'est cassé la jambe. Mais c'est vrai qu'il y a eu toute une période où il n'y avait pas ces crashs-là, et je sais pas, alors est-ce qu'il y a eu un resurfaçage entre-temps qui a fait qu'il y a une bosse dedans ou quelque chose comme ça qui déséquilibre un peu les voitures? Est-ce que ça correspond aussi au fait que ça a été asphalté à l'intérieur, du coup? Parce que du coup, il y a moins de notion de danger. Si on se loupe, c'est pas grave, on peut tirer un peu tout droit au-dessus du vibreur. Pour moi, si tout le monde passe à fond, il n'y a même pas le risque de dire on va prendre plus de risques justement dedans, parce qu'au final, ils passent tous à fond et ça passe. C'est juste qu'il y a des fois où effectivement il y a des décrochages. Alors est-ce que ça passe à fond et qu'au final on est toujours près de la limite entre le fait que c'est quand même un virage et le fait qu'il y a cette montée et une prise d'angle? Je sais pas exactement si ça peut jouer aussi, mais c'est vrai que tu fais bien de le dire, sur les années 2000, il y a Fisichella, je crois, qui se met. Ouais, en 2005. Mais sous la pluie en course. Et sous la pluie, voilà. Mais sinon, ouais, en F1 en tout cas, les exemples sont assez rares. De toute façon, prise de risque ou pas, on ne doit jamais oublier qu'il peut y avoir un incident mécanique, une rupture de suspension, de triangle, n'importe quoi. Donc il faut que la sécurité soit là. Moi c'est pour ça. C'est pour ça que je vous dis que ça me fait. Imaginez, vous avez une casse de suspension avant gauche dans le virage à droite, vous partez tout droit. Ça tape à 300. C'est le pneu. Je crois que c'est le pneu de Vettel qui, en 2015, lorsque Grosjean fait son podium, Vettel il crève 100 mètres avant et il crève dans l'enchaînement. Donc. Vettel qui a eu un gros crash au Raidillon d'ailleurs, on le rappelle, quand il était en World Series by Renault à l'époque, où il se fait percuter lui aussi, parce qu'il a rebondi sur la piste. Bon, c'était plus loin, c'était après le virage, mais voilà, il y a déjà eu pas mal d'exemples. Tout ça pour dire qu'en fait, on dit le Raidillon, voilà, c'est souvent le monument de Spa. Je pense pas qu'en F1, il y ait vraiment 2 monuments à ces points. Le Raidillon, il a lui-même évolué. Monaco, qui est un des plus vieux circuits, il a évolué. Silverstone aussi. Donc, un monument, même si c'est un monument dangereux, il faut le changer. Même si c'est un monument, ce que n'est pas tout à fait le Raidillon dans sa configuration actuelle. Donc, je pense pas qu'il faut qu'il y ait de blocage ou de vénération absurde d'un virage trop dangereux de la part de la FIA sur ce point. Parce que sinon, avec tous ces signes, tous ces avertissements, depuis 2 ans, la F1 ne pourra pas dire qu'elle ne savait pas. Donc je pense que c'est aussi... J'espère qu'au prochain, il y aura aussi des changements, parce que là, il ne pourrait plus y avoir peut-être de la surprise, et comme il y avait en 2014, mais vraiment de la colère. Qui pourrait être justifié dans ce cas-là. C'est ça qui est prodigieux d'une certaine manière, c'est que tu parles et tu dis le bon mot, Alexandre, des signes, voilà, on avait tout ce week-end, je sais pas, beaucoup avaient l'air aussi d'être un peu à la barre des chocottes, on se disait tiens, ça sent le magazine, oh bah tiens, il y a le W Series, puis il y a Norris, puis il y a la F3, ça s'additionnait, mais ce que je trouve prodigieux, c'est qu'on parle encore de signes, alors qu'on a vécu un accident épouvantable il y a 2 ans avec Antoine Hubert. Ça a été... Pour beaucoup, ça aurait dû être le signe, limite, qui aurait dû dire on change tout. Moi, c'est vraiment un avis personnel, et je le dis, voilà, je le dis, si je n'ai pas tous les éléments, n'hésitez pas, voilà, il n'y a aucun problème. Mais moi, ce qui m'inquiétait, c'est de dire le fait de mettre une énorme tribune. J'espère vraiment qu'il y a une envie de modifier derrière. Parce que si le plan, et il y a des chances que le plan initial ait juste été de dire, on met une énorme tribune dessus, comme ça les gens ont une super vue. Et c'est bête à dire, mais on a une super vue, des crashs potentiels, et voilà, du côté, parce que le Raidillon, c'est impressionnant quand vous les voyez passer les premières fois, mais après, c'est que quand il y a un accident qu'on se rend compte à quel point c'est un défi, c'est normal, c'est comme un peu partout. Mais j'espère maintenant que voilà. Une tribune au-dessus, comme à Singapour. Exactement, ce serait prévu, donc voilà, on va suspendre les gens. Et puis en fait, le truc, c'est que s'il y a une voiture qui percute l'arrière et la tribune remonte directement, on les attache à des élastiques, et ce sera le grand frisson. C'est le 130R à Suzuka. Bon, parce qu'on dit depuis tout à l'heure que le Raidillon est trop facile, mais sa solution, est-ce que c'est pas d'en faire un tunnel tout simplement avec une tribune au-dessus? C'est peut-être ça pour calmer les pilotes dedans. Qui passent en dessous. Parce que j'ai lu des choses qui m'ont aussi quand même étonné. Des gens qui disent on a qu'à en faire une ligne droite. Alors excusez-moi, mais une ligne droite, le truc c'est du saut à ski. C'est-à-dire que parce qu'on te les lance en descente et fouf,
tu les envoies dans les arbres de l'autre côté. Donc non, évidemment, le raidillon ne deviendra pas une ligne droite, s'il vous plaît. Je suis totalement d'accord avec Alex là-dessus, sur le fait que les gens qui défendent à tout prix Raidillon en disant on ne touche pas à un monument, tout ça, oublient qu'il n'a pas toujours été comme ça, en fait. Donc bien sûr qu'on y touche. Et si aujourd'hui il fait risquer des vies, il faut le changer. Donc tout le monde a gueulé parce qu'on a mis le Halo en 2018 en disant on ne touche pas aux F1 telles qu'elles sont, c'est un cockpit ouvert, machin. N'empêche que le Halo, depuis, il a montré son efficacité. Et ce week-end encore, en W Series, il y a au moins 2 pilotes qui évitent un gros choc à la tête à cause du Halo, enfin grâce au Halo. Donc il faut savoir évoluer avec son temps. Et oui, aujourd'hui, le temps est à la sursécurité sur les circuits. On vise le risque zéro, on n'atteindra jamais, hélas. Mais bien sûr que c'est très bien de le viser. Et que quand le risque augmente trop et qu'il est sous nos yeux et qu'on le voit, c'est évident qu'il faut y faire quelque chose, coûte que coûte. Je suis tout à fait d'accord parce que, voilà, à un moment donné, le raidillon, je suis vraiment là, je l'aime ce virage. À un moment donné, moi, le circuit Spa-Francorchamps, j'ai passé, voilà, j'ai grandi quasiment. Donc, c'est toujours un grand moment quand je peux voir ce raidillon. Mais j'ai plus envie de le voir dans sa forme actuelle parce que voilà, c'est très dangereux. Alors David J nous dit pourquoi pas un écran géant mais qu'en retransmission de la sortie du raidillon dans le champ de vision du pilote. Ça a été évoqué sur nos épisodes précédents de Grand Prix et du Racing Café aussi quand on évoquait justement les accidents à Spa. Le truc, c'est qu'honnêtement, on peut pas mettre. Enfin, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que le pilote, il est concentré sur sa. Il peut pas regarder un écran géant en même temps. Il a pas le temps de. Parce que même si le pilote voit qu'il y a un gros accident, il est dans son virage, il peut pas. Voilà, il peut pas faire grand-chose. Et comme le dit Xoan, c'est un délai en plus. Donc, ça ne serait pas viable. La seule solution viable, ce serait de mettre des spotters comme en NASCAR ou IndyCar sur Oval, mais on va pas mettre des spotters juste parce qu'un virage est trop dangereux. On change le virage et point barre, quoi. Ouais, puis à un moment donné, quand ça arrive dans le peloton, je suis désolé, la seconde qu'il prend pour dire qu'il y a un accident devant, t'es dans le crash. Hein, donc, ouais, bien sûr. Donc voilà, c'est un peu. Alors Guillaume qui dit question con, pourquoi à cet endroit les pneus n'absorbent pas le choc comme ailleurs? Alors, ils l'absorbent. Hein, en fait, le problème, c'est le gauche au-dessus. Parce que si tu tapes, si Norris part en tête à queue 40 mètres avant, s'éclate dans le mur de pneus, voilà, et la voiture elle reste dans le dégagement, hein, elle bougera pas. Bon, il sortira aussi un petit peu groggy, mais la voiture va pas bouger. Mais le problème c'est qu'il va taper en haut et c'est compliqué avec la dynamique du virage actuel. Souvent quand tu la perds en haut, ça va être un coup de raquette, donc tu vas taper de l'avant, donc la voiture va automatiquement être renvoyée. C'est une vraie problématique et je pense qu'il serait salvateur de se pencher dessus et peut-être simplement de se dire bah voilà, si on met le virage qui part plus vers la droite parce que les gens après disent oui mais du coup on se retrouve face au mur en face. Mais en général on va être d'accord messieurs que si quelqu'un, imaginons on resserre le virage, quelqu'un passe trop vite, il va perdre l'arrière. Donc il va pas arriver de façon tout droit dans le mur en face, il va faire des pirouettes, des machins, donc pour moi il y a pas de problème. Sauf casse mécanique quoi, mais ça après de toute façon c'est sûr que ça peut arriver. Sauf casse mécanique, évidemment. Mais il y a peu de chances, même si tu resserres fort, que ça arrive vraiment au tout dernier moment avant. Enfin, voilà, ça me paraît. Et puis, il suffit de mettre des rangées de 7-8 rangées de pneus, et puis voilà, on peut dire basta. Mais, d'ailleurs, je voulais faire une digression rapide sur la suite du calendrier. C'est qu'on a Jeddah qui arrive en décembre, enfin fin novembre, avec une série de 4 virages rapides en gauche-droite, entre les murs qui sont prévus dans le dernier secteur, avec une vitesse moyenne sur ce secteur-là prévue à plus de 200, entre 200 et 220, je crois. Alors déjà, à quel moment c'est homologué, et 2, est-ce qu'on va pas se retrouver exactement au même problème, mais en version beaucoup plus dangereuse encore, parce qu'il n'y a pas de dégagement, quoi. Ah, mais justement. Dégagement et à l'aveugle en plus. Ouais. Ah, mais c'est là que je dirais que c'est presque mieux, parce que les voitures vont juste taper le mur et rester collées au mur, je pense. Si c'est des murs, en béton, s'ils n'ont pas la bonne idée de mettre des techros, si c'est des vrais murs. Sur cet aspect-là, il y avait le fils d'Herman Tilke, parce qu'il a un fils qui est chargé de la conception du circuit de Jeddah, parce qu'on fait les affaires en famille chez les Tilke, et on l'a interrogé sur voilà, cet enchaînement de sections rapides. Est-ce que ça se fait pas? Est-ce qu'on ne recherche pas trop le spectacle au détriment de la sécurité? D'ailleurs, ça pose une question. Il n'y a pas forcément de nuire à la sécurité pour avoir du spectacle, mais bon, c'est un autre débat. Il dit oui, les sections rapides que nous avons sur le circuit ne sont possibles que si la sécurité est garantie, ce qui est étroitement contrôlé et suivi par la FIA. Voilà. Tout en sachant qu'à Jeddah, il y a aussi la mer Rouge qui est juste à côté. Oui. Donc, bon, apparemment, le circuit aurait été suivi de près et homologué par la FIA, d'autant plus qu'ils peuvent au moins superviser les travaux. Donc à voir, moi
Le circuit n'est pas de toute façon encore terminé, donc on peut pas connaître vraiment. C'est ça, ils viennent juste de bétonner le front de mer, là, donc bon, les pauvres, il va falloir attendre encore un peu. Après, la FIA, c'est la même qui, par la voix de Michael Masi, dit parce que quand il y a eu l'accident de Jack Aitken aux 24 heures de Spa, Calum Aylott a gueulé sur Twitter et Michael Masi lui a simplement dit non, mais de toute façon, c'est grade 1, la sécurité est parfaite et il n'y a aucun souci. Et le scénario dont parlait Calum Aylott, c'était le problème du rebond et tout ça. Et on a vu ce week-end que c'était pas. Enfin, j'ai rien contre Michael Masi spécifiquement, mais dire que la sécurité est garantie et qu'il n'y a pas de problème de fond, c'est faux. Il y a un problème de fond. Là, ils ont juste de la chance que tout le monde s'en sorte encore sur ses deux jambes à la fin du week-end. Mais j'ai un peu peur que des fois, pour des intérêts qui sont à la fois, notamment la survie du Grand Prix de Belgique, en disant à Spa, il n'y a pas de souci, ou le copinage avec l'Arabie Saoudite et ce genre de circuit, on en vienne, ou même Bakou, on en vienne à des circuits qui sont totalement anachroniques. Parce que c'est gentil, mais je vois pas à quel moment on peut homologuer des endroits pareils, quoi. Vraiment, je comprends pas. En fait, le truc, je te laisserai terminer, Franck, là-dessus après, mais moi ce qui me. J'ai vu, on a beaucoup de voix dissonantes qui disent oui, mais arrêtez. En fait, qui se plaignent que voilà, les fans et les journalistes crient après le raidillon, laissez les pilotes être ces gladiateurs des temps modernes. C'est les pilotes les premiers à râler. Lorenz Vanthoor a tweeté une photo en expliquant ce qu'il aurait dû être fait, en m'expliquant qu'à l'époque le virage était beaucoup plus prononcé. Calum Aylott en train de faire des pieds et des mains depuis l'accident de Spa pour dire écoutez, lui il était impliqué dans 2 gros crashs quand même. Enfin, il était là, il était dans la course d'Antoine Hubert et dans la course avec Jack Aitken. Donc il a dit écoutez, il faut arrêter les conneries. Enfin, c'est les pilotes maintenant les premiers à dire que le virage n'est pas n'est peut-être plus bon. Peut-être qu'il faudrait les écouter pour une fois. Vas-y, Franck. Non, je pense qu'en fait, les anti-rebonds, ces murs anti-rebonds, ces barrières anti-rebonds n'existent pas encore, et je pense qu'on a encore des avancées technologiques à faire là-dessus. Sans aller jusqu'à revenir à la botte de foin des années 30, des années 20, où effectivement les voitures s'enfonçaient dedans, ne pouvaient pas rebondir. Je pense qu'il y a encore des matériaux, des choses comme ça qui n'ont pas encore été testées, qui peuvent encore arriver pour essayer effectivement d'absorber davantage les chocs sans faire rebondir les monoplaces. Je pense aussi aux motos, aux pilotes motos qui aussi vont parfois taper assez fortement ces murs de pneus sur certains circuits. Ça arrive de moins en moins, mais je pense qu'effectivement il y a encore des matériaux à inventer pour cette partie, sur ces virages particuliers où il faudrait plutôt absorber et garantir que la monoplace ou le pilote, si on parle de moto, reste contre la barrière et ne soit pas projeté. D'ailleurs, donc je pense qu'il y a peut-être des innovations à venir. Rappelons que le Tech Pro, c'est une innovation française et qu'on n'a pas eu d'autres innovations depuis ça. Et ça commence à dater un petit peu. Donc peut-être que des barrières protectrices spéciales rebond, c'est aussi quelque chose qui serait inventé. Et je pense que c'est possible. Tu soulèves un bon point. On devrait peut-être revenir au dispositif des années 70 en mettant dans le rayon genre une botte de paille, un grillage, une botte de paille, un grillage. Comme ils disaient à l'époque, tu sais, pour ralentir les voitures, on n'avait que ça en fait. Ouais. Il y a un lampadaire. Il y a One 1982 qui nous dit la botte de foin en cas d'incendie, c'est parfait. Exactement. Imaginez Romain Grosjean. Imaginez Romain Grosjean avec des bottes de foin. Alors là, ça aurait été quelque chose. Là, je peux vous dire, elles auraient fait encore plus le tour du monde. La F1 veut s'engager sur l'écologie, donc ça peut être une manière. Et puis, avec les agriculteurs à côté. Le mur de pneus est directement reconverti. La botte de paille. On mettra du fumier les bottes de paille. Et puis voilà. Non, mais c'est vrai que on peut avoir plein de choses. Je pense quand même que c'est un débat qui est noble à avoir. Je pense que il faut avoir ce débat. Comme le dit un petit peu Xoans, on peut quand même se réjouir. Ça n'est pas Brandtach, qui là est dans un état de sécurité, ma foi. Après, cela dit, on a beau dire ce qu'il veut. Il a été absorbé par. Au moins, tu sors dans les bois, t'as des arbres. Là, au moins. Un arbre, ça bouge pas et ça te rebondit pas. Là, il y a une 720S qui a fini dans la forêt ce week-end encore. Ouais, tout va bien. Tout va bien. Et les gens regardent ça en disant quel circuit old school. Et il est beau. Il est beau ce circuit. Donc, à un moment donné, il faut savoir prendre des mesures. Et en fait, le truc, c'est que j'aurais aimé dire ah oui, mais le circuit ferait des travaux si la FIA commence à taper du poing sur la table, mais comme Michael Masi trouve ce virage fabuleux et que de toute façon pour lui il n'y a aucun souci, la FIA ne va pas taper du poing sur la table. Donc à part une grève des pilotes qui n'arrivera jamais, je vois pas exactement ce qui pourrait être fait pour obliger les gens à changer ce virage, mais je pense quand même que tout le débat qu'il y a autour du raidillon est sain. Il faudrait raser le chalet. Comment, Franck ? Il faudrait raser le chalet. Oui, non, bien sûr, ça va être fait, ça. Ça va être fait justement pour mettre l'immense tribune. À la tribune, ils vont virer le chalet. Je crois qu'ils vont. Du coup, il y a largement la place de creuser ce qu'il faut derrière.
Le truc, c'est qu'il y a encore quand même apparemment la colline, donc ils sont pas encore sûrs, mais vraiment, sur une image, ils ont mis en fait un rail qui va épouser la nouvelle tribune, et on gagne facilement 10 mètres de dégagement à gauche. 10-15 mètres. Donc vraiment, il y a maintenant la place, mais apparemment, c'est toujours pas prévu qu'il y ait vraiment des graviers, des machins, donc voilà. Gagner 10 mètres, ça fait que Norris, il aurait rebondi sur la piste au lieu de rebondir dans le dégagement en face. Enfin, fatalement, à 300 km/h, quand ça tape... pour moi, c'est l'angle du virage qu'il faut impacter, parce que même 10 mètres de plus, si ça tape à 300, ça tape à 300, quoi, tu vois. Donc, ouais, bien sûr. En fait, ça se trouve, vu le nouvel... S'ils mettent les trucs comme j'imagine, si ça se trouve, il tape rien justement, mais il glisse, mais il revient quand même sur la piste qui est de l'autre côté, parce qu'à un moment donné, ça reste une chicane, ça reste une chicane qui est près de 300 km/h. Donc, je pense que voilà, c'est un peu particulier. On rappelle que le Raidillon, ça c'est aussi la bonne chose, c'est l'un des premiers exemples de virage totalement artificiel. On vous rappelle qu'avant, on faisait partir sur l'ancienne route, on faisait une épingle de l'ancienne droite, on revenait, c'était très 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 peu intéressant pour les spectateurs. Et un jour, ils se sont dit, attendez, on va rajouter du spectacle, on va faire grimper la côte. Là. Puis voilà, et tout le monde a trouvé ça incroyable. C'était le nouveau symbole du circuit. Maintenant, peut-être qu'en 2021, le circuit fête ses 100 ans. Donc peut-être qu'il est temps de le réinventer. Pour casser la vitesse, on peut envoyer les F1 sur la piste de rallycross qui est juste à côté. Sinon, comme ça, elles redémarreront le Raidillon avec les pneus pleins de terre. C'est un magnifique stadium en plus, donc ça serait très très bien pour vendre des places. Moi je dis bravo, je dis que c'est une excellente idée. C'est-à-dire, on rappelle qu'ils nous ont quand même mis des gendarmes couchés au sommet du Raidillon il y a quelques années, donc voilà, on peut toujours être prêt à des choses assez incroyables. Bon, 21h42 messieurs, je pense que là on a quasiment fait la durée d'un Grand Prix de Belgique standard déjà, c'est déjà une très très bonne entame pour cette émission, et on voulait parler bien justement de ce qui pourrait arriver, voilà, ce qui n'est pas encore garanti, mais de ce qui pourrait arriver l'an prochain chez Mercedes. Parce que, autant vous dire, voilà, Lewis Hamilton s'est pris une sacrée fessée maintenant par son nouvel équipier George Russell. Son futur équipier. Comme je l'ai mis en badinant sur Twitter, mais évidemment, certains sont tombés dans le panneau, ce qui était assez sympathique. Mais voilà, pourquoi est-ce que Mercedes irait garder Hamilton alors que George Russell le bat à plat de couture en qualification. Maintenant, voilà, est-ce que, messieurs, pour vous, il y aurait une rivalité, il y aurait, quelque chose à venir chez Mercedes déjà, si les deux sont alignés en prochain? On a fait un sondage sur le compte Next Gen Auto. 61% des internautes ont voté que ce sera serré entre les deux. 22 ont voté que Hamilton dominerait et 16% voient quand même Russell battre Hamilton. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est l'avis du public. Oui, il y a les deux sens de rivalité. Est-ce qu'ils seront proches de rivalité sportive? Est-ce qu'ils seront proches sur la piste en termes de chronomètre? Et est-ce qu'il y aura une rivalité hors piste avec des relations qui se dégradent? Qu'est-ce que ça a donné quand Hamilton avait un coéquipier qui n'était pas à son niveau en termes de chronomètre? On voit ce que ça donne. Il n'a que des compliments à faire sur Bottas. Alors, il est proche de Bottas en qualification de Hamilton. Je pense qu'on le sous-estime. Mais c'est vrai qu'en course, il n'y a pas vraiment photo. Et Hamilton est le plus grand avocat de Bottas. Ça se passe très bien. Voilà, ça se passe très bien généralement pour Hamilton quand son coéquipier est loin. Et quand il est proche, Alonso ou Rosberg, on a vu que ça pouvait tourner à la guerre civile. Donc, est-ce qu'il y aura une rivalité sportive en termes de chrono? C'est le premier sujet. Si on répond à cette question, à mon avis, l'histoire de Hamilton montre que c'est à peu près sûr qu'il y aura une rivalité hors piste. On l'a vu à Sakir l'an dernier, lorsque Russell avait fait son Grand Prix quand même de manière éclatante dans la Mercedes. Hamilton, alors peut-être qu'il était malade, etc., mais on n'avait pas senti un formidable entrain à aller le féliciter. En conférence de presse après les qualifs, il en dit c'est un tour phénoménal, mais pour moi ça ne change rien, alors qu'on peut interpréter diversement. Voilà. Alors sur le plan chronométrique, on peut se demander, tout simplement prenant le point de comparaison avec Bottas, Sakir, c'est le seul véritable dont on dispose pour juger du niveau de Russell dans une Mercedes. Et Russell, même s'il connaît un peu la Mercedes par le simulateur, etc., mais était, on va dire, au moins au niveau de Bottas, alors que c'était que son premier Grand Prix. Donc, si on se base sur ces indications, on peut estimer que ça se rapproche. Donc, moi, est-ce qu'il y a une rivalité sportive? Je dis oui. Et en dehors de la piste, je dis oui aussi. Pareil, double oui de mon côté. Je sens que George Russell a les dents très 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 longues. Quand on voit ce qu'il arrive à sortir avec une Williams en qualification sous la pluie, il bat quand même Hamilton avec sa Mercedes. Ce qu'il a réussi à sortir à Sakir sur un seul Grand Prix avec Mercedes aussi. Comment il domine de la tête et des épaules Latifi chez Williams. Bon, c'est son seul point de comparaison régulier qu'on a eu. Voilà, la jeune génération a l'air d'être très très bien formée. Il n'y a qu'à voir comment Max Verstappen éclate aussi tous ses équipiers depuis qu'il arrive en F1.
Même s'il a mis un petit peu plus de temps face à Daniel Ricciardo, mais depuis, il survole les débats. Je pense qu'effectivement, c'est que cette jeune génération, Lando Norris en est la preuve aussi, a été très très bien formée, a de meilleurs outils, et donc arrive avec une expérience dotée d'un talent naturel, voilà, une combinaison entre les deux qui fait que ça va vite tout de suite. Après, rien ne remplacera l'expérience, rien ne remplacera effectivement les différentes situations de course que Hamilton aura déjà vécues et pas Russell. Mais oui, sur le plan du chrono, je ne me fais aucune illusion qu'il sera très très rapidement dans les temps d'Hamilton et peut-être même devant. Et en plus, il aura la chance, moi je suis quasiment certain maintenant à 150 000% qu'il sera chez Mercedes l'année prochaine. Voilà, Toto Wolff ne peut pas faire autrement de toute façon. Et puis son langage le laisse clairement dire qu'il cherche une place pour Bottas. Il ne pourra pas faire autrement que d'aller faire au mieux face à Hamilton. Il aura envie de prouver sa valeur et ça sera Hamilton je pourrais dire de se réveiller parce que voilà, on parle quand même des meilleurs pilotes du monde et s'il y a bien un des pilotes à respecter, c'est bien Lewis Hamilton pour tout ce qu'il a fait. C'est que la compétition va être beaucoup plus rude à partir de l'année prochaine. Et Russell aura l'avantage aussi d'arriver sur une monoplace totalement nouvelle. Ils seront tous les deux avec des références qui sont identiques. C'est-à-dire que ce sont des monoplaces qui changeront complètement. Russell connaît tout à fait le moteur Mercedes, donc ils seront vraiment à égalité pour démarrer. Donc de ce côté-là, c'est parfait. Et puis il y a un point effectivement, c'est que Hamilton, il est en janvier 85, il va commencer à aller sur ses 37 ans. On le voit un peu avec Raikkonen que ça nous contrevient. Donc on aura peut-être un Hamilton qui va être déclinant avec le facteur expérience qui va moins compter puisqu'on a un règlement totalement nouveau et des voitures totalement nouvelles. Après on a un peu l'interrogation, c'est comment se comporte Latifi face à un coéquipier qui est beaucoup plus fort que lui, enfin qui n'est pas, en passant de Latifi à Hamilton, c'est quand même, il va changer de classe de coéquipier. Donc, alors que chez Williams, c'était un peu le petit prince et il avait été inquiété par personne. Donc, aussi Russell dans un nouvel environnement où il n'est pas la superstar, où il n'arrive pas en terrain conquis, c'est aussi un point d'interrogation qui sera vraiment intéressant à voir. Mais je pense qu'il est prêt mentalement. Il a prouvé également, hein, même en Hongrie, il disait si vous pouvez sacrifier ma course pour profiter à celle de Latifi. Je pense que c'était aussi un message adressé à Toto Wolff, c'est que je suis prêt à jouer ce jeu d'équipe, ce qui ne veut pas dire qu'Hamilton n'est pas forcément prêt à ne pas le faire, mais à mon avis, 3 saisons chez Williams, il est prêt et archi prêt, et voilà, je pense que Hamilton pourrait grincer des dents. Moi, je suis d'accord avec vous sur les 2 points, je pense que la rivalité sera là. Je vois Hamilton ressortir ses meilleurs atouts comme il l'a su le faire face à Verstappen cette année, où on le voit super intelligent en course, parce que il fait quelques erreurs quand il est mis sous pression, mais ça reste quand même un pilote super intelligent qui est capable de remonter quand il faut, qui est capable d'assurer des points quand il faut. Et je pense que au moins en 2022, sur la longueur d'une saison, je le vois finir devant Russell parce que quand même ça reste Lewis Hamilton et que c'est pas n'importe qui et qu'il a vraiment l'expérience qui parle pour lui. Par contre, il est évident que dès 2023, ça promet, et sachant que je pense dès 2022, si Mercedes est toujours l'équipe qu'elle est actuellement, avec le niveau de performance qu'elle a actuellement, on verra un Russell capable d'aller chercher des pôles, des podiums et certainement des victoires dès le début, ou on va dire dès le 3e ou 4e course. Il a déjà roulé dans la voiture il connaît déjà les fonctionnements de Mercedes, en tout cas sur le plan opérationnel, à la fois dans le simulateur et à la fois quand il a fait le Grand Prix, donc il n'y aura pas de surprise non plus. Il aura un environnement qu'il connaît déjà. Il a vraiment toujours été dans le giron de cette équipe, donc il sera. Je pense que la période d'adaptation sera même pas si longue que ça. Après, je pense que Hamilton a quand même d'expérience pour lui, et c'est pas la première fois qu'il affronte un équipier solide. Et je crois qu'il s'est un peu réveillé cette année avec Verstappen, donc il pourrait peut-être profiter aussi de cette dynamique-là en disant, voilà, il faut que j'aille chercher tout ce que je peux et que j'utilise tous mes atouts. Ouais, mais mettons un bémol là-dessus aussi, c'est que c'est sous réserve que Mercedes se loue pas sur sa monoplace. Bien sûr. La F1 2022 remet les cartes à zéro pour tout le monde. Donc, Et avec la chance qu'il a, Williams sera devant et c'est Albon qui va signer chez eux et le battre au championnat. Voilà, non, mais après, on rappelle effectivement, moi j'allais dire, à la base, je pense que ce que Mercedes veut faire, c'est voilà, on met donc Lewis qui fait encore ses 2 dernières saisons. Idéalement, il gagne les titres 9 et 10 et voilà, ils sont contents, ils terminent sur un chiffre rond, c'est merveilleux, bravo à lui. Et à côté de ça, Russell a tranquillement appris et puis dans 3 ans, il prend l'équipe clairement et il continue.
Maintenant, je rappelle qu'en 2019, Charles Leclerc a battu Sébastien Vettel, quadruple champion du monde chez Ferrari, pour sa première saison là-bas. Donc effectivement, c'est là que ça peut... Et on a vu que ça a donné des étincelles. Donc c'est peut-être là que la gestion pourrait devenir compliquée chez Mercedes, parce que les deux vont arriver avec des acquis, parce que Lewis Hamilton a 7 titres, peut-être 8, et voilà, c'est son équipe maintenant depuis des années. Mais si Russell arrive, on a des échos et des rumeurs comme quoi ça pourrait être avec un contrat de 5 ans. Donc s'il arrive avec un contrat très longue durée comme ça, il pourra dire écoutez, voilà, c'est chez moi, merci, Lewis il est sympathique, mais on est aussi chez moi. Donc les deux pourraient être dans cette situation-là, donc ça pourrait effectivement aller devenir compliqué. On peut se demander si ça explose aussi comme en 2017, qu'est-ce que fera Mercedes? Est-ce qu'on va sacrifier un jeune pilote qui a l'avenir devant lui, ou le meilleur pilote de l'histoire, mais qui aura 38 ans? Ça sera vraiment un dilemme qui ne sera pas facile à résoudre pour Toto Wolff. Ça me fait un peu penser à la situation de Citroën en WRC en 2011, quand ils ont eu Loeb et Ogier chez eux, et que Loeb était sur la fin de carrière, un peu pas sur la pente descendante en termes de résultats, un peu comme Hamilton, mais que voilà, on savait clairement qu'il n'en avait pas non plus pour 10 ans en WRC, et puis que Ogier arrivait avec tout son potentiel, et qu'on savait très bien qu'Ogier avait le potentiel d'un champion du monde, et ils se sont retrouvés face à exactement le même état de fait. Et c'est vrai que ça pourrait être le gros problème qui serait finalement encore plus un problème que le Hamilton-Rosberg, parce que Hamilton-Rosberg, ils ont géré la rivalité, mais on a l'impression que de toute façon, à la fin, il y aura un des deux pilotes qui va en avoir marre et partir. Mercedes ne faisait pas de plan sur la comète en disant s'il y en a un qui fait une connerie, on va le virer. Donc il y avait ce côté où on laissait couler jusqu'à ce que ça aille trop loin. Wolff tapait sur les doigts quand ça allait trop loin, et puis repartait pour un cycle. Alors des fois, le cycle était court. Il y a eu 2 clashs entre l'Espagne et l'Autriche en 2016, mais globalement, ça s'est passé comme ça. Là, c'est vrai qu'il y aura toujours ce côté vraiment de la perspective plus long terme, à dire, si on a fait signer un contrat de 5 ans à Russell, on ne peut pas se le mettre à dos, parce que s'il part, on n'a personne derrière lui pour remplacer Hamilton. Et à la fois, c'est compliqué de froisser Hamilton, quoi. Et la différence, c'est que 2014-2016, Mercedes écrasait tellement tout. Ils savaient que c'était champion. Et cachaient leur puissance moteur en qualif. On ne sait pas, comme disait Franck, on ne sait pas ce que donnera 2022. Et on a vu ce que ça donnait en 2007, quand il y avait 2 pilotes McLaren qui s'affrontaient. Au final, aucun des deux n'était champion. Il y aura un autre paramètre à gérer aussi qu'on oublie, c'est que ça sera 2 Britanniques aussi. En termes de support, de soutien, l'équipe, même si l'équipe est allemande, elle est à 99% britannique et basée en Grande-Bretagne, il va y avoir aussi des déchirements au sein de l'équipe, entre les supporters, entre les fans. Est-ce que ça va pas commencer à basculer du côté de l'un ou de l'autre, une pression médiatique du coup qui va être absolument folle, quand on sait que la F1 est un des sports les plus suivis en Angleterre. Les tabloïds vont s'en mettre à cœur joie aussi. Ça va avoir les gros titres sur le moindre petite friction. Ça va être compliqué à gérer aussi du côté médiatique. Voilà, je pense. C'est vrai que si ça se passe comme ça mettra tout de suite les rivaux de Mercedes dans l'ombre, et eux pourront tranquillement travailler à battre Mercedes, là où Mercedes devrait affronter d'autres démons que juste le fait de développer une voiture et d'aller gagner des courses. Donc ça promet. Si les écarts sont pas monstrueux et tout ça, ça promet vraiment d'être très intéressant à suivre sur ce même, ne serait-ce que sur cet enjeu-là. On a hâte et on espère du coup que ça arrivera évidemment maintenant. La lutte peut-être entre Lewis Hamilton et George Russell, on attend évidemment d'avoir des informations, et les informations elles viennent peut-être via Alfa Romeo finalement, parce que c'est une espèce de bazar que l'on apprend actuellement. Alors bon, c'est encore à prendre avec des pincettes messieurs, mais donc il semblerait que Bottas soit parti pour Alfa Romeo, c'est pas non plus une grande surprise, on l'avait déjà évoqué plusieurs fois dans le Grand Prix, mais que possiblement il soit rejoint, c'était par Nick De Vries, si je dis pas de bêtises du coup. C'est ça. C'est assez étonnant, avec Mercedes qui pourrait être à la manœuvre, et donc on commence à parler, parce que Alfa Romeo n'a toujours pas annoncé de moteur pour l'an prochain, on commence à parler d'Alfa Romeo Mercedes. Alors là, imaginez qu'il y a un nom d'équipe comme ça, moi ce serait banco. Mais là, est-ce que vous y croyez beaucoup? Le moteur restera un moteur Ferrari. Je pense juste que ça va être la volonté aussi d'Alfa Romeo, du groupe Stellantis pour le coup, parce que c'est surtout eux qui financent, qui va être derrière, d'un petit peu s'affranchir de la pression et de la mainmise de Ferrari sur cette équipe. Donc voilà, c'est que là, Ferrari a effectivement imposé un pilote qui était Giovinazzi, qui a énormément progressé en l'espace de quelques années, et il mériterait tout à fait de garder sa place pour l'année prochaine. Sauf que voilà, c'est aussi une connotation derrière de mainmise de Ferrari, de cette possibilité qu'a Ferrari d'avoir une place un petit peu gratuite chez Alfa Romeo. Alors maintenant, dans le contexte de réduction budgétaire,
de budget plafonné, de moteurs qui sont vendus à des prix fixes. Alfa Romeo, donc Stellantis, a envie aussi de reprendre la main. Donc pour moi, ce serait aussi un signe plutôt dans ce sens-là. Et donc je suis pas forcément étonné par cette forte spéculation qu'on a aujourd'hui. Et puis, pour prolonger ce que dit Franck, Alfa Romeo a compris qu'elle n'était plus l'équipe favorite de Ferrari et que c'était devenu As, puisqu'il y a eu deux nouvelles. Non seulement Mick Schumacher qui arrive et qui va sûrement prolonger chez As, et peut-être surtout Ferrari qui construit, entre guillemets, un bâtiment As à Maranello pour placer ses ingénieurs là-bas, avec Simone Resta qui fait l'aller-retour, qui était d'ailleurs chez Alfa Romeo, enfin Sauber de manière symbolique avant, et qui est maintenant chez As. Donc on a peut-être Alfa Romeo qui est délaissé, et puis comme ça, je vais voir dans l'autre crèmerie. Donc c'est peut-être la suite aussi logique de voir Alfa Romeo s'éloigner de plus en plus de Ferrari. Dans le chat, il y a Wen qui demande Giovinazzi s'en irait si Ferrari ne fournit plus le moteur. Il y a de fortes chances qu'il s'en aille même si Ferrari fournit le moteur. En fait, de toute façon, il est très peu probable que en pleine conception d'une monoplace totalement nouvelle, Alfa décide de changer le motoriste. Je crois que dans les termes de toute façon des règles, Mercedes ne pourrait pas fournir des moteurs à 5 équipes en comptant la sienne. Et il n'y a aucune raison pour personne de casser les contrats déjà en cours. Donc la plus grande chose, ce serait justement, comme dit Franck, de dire non, nous, c'est Alfa Romeo qui prend la décision, c'est pas Ferrari. On a vu Vasseur qui l'a dit il n'y a pas très longtemps, Frédéric Vasseur, qui avait dit j'ai toute la latitude pour choisir les pilotes. Jean-Philippe Imparato, le PDG d'Alfa Romeo, a lui aussi mis sa petite déclaration quand il est passé dans le paddock de la F1 en disant de toute façon, en gros, plus ou moins, c'était on gère notre équipe comme on veut. Et effectivement, Giovinazzi, alors lui, si tout se passe comme ça, il aurait une place de choix chez Ferrari, mais pas en F1, ce serait en endurance à la tête du programme WEC, qui commencera l'an prochain ses essais. Et puis, un projet hypercar. Et puis, donc, du coup, effectivement, ce serait Bottas et De Vries. Chez Alfa Romeo, la question que je me pose, c'est est-ce que De Vries resterait un pilote dans le giron Mercedes ou est-ce que tout simplement Mercedes lui trouverait pas une place de choix, un peu avec la manière de Bottas, en fait, en disant on se sépare des pilotes qu'on a en trop, parce que là, c'est bien beau, mais ils ont Van Dorn, ils ont De Vries, ils ont Bottas, ils sont tous ces pilotes-là sont pilotes essayeurs et enfin pilotes de réserve, mais bon. Après, ça nourrit juste l'équipe de Formule E et je pense que De Vries a d'autres aspirations. On peut se demander si De Vries, au 4e du championnat 2018 de F2 derrière Albon, après quand même plusieurs années dans la discipline, si c'est pour prendre De Vries, alors pourquoi ne pas prendre Pourchaire finalement, parce qu'un pilote Sauber, un pilote de l'académie. Alors entre un pilote De Vries qui à mon avis qui est un grand espoir, qui était chez McLaren à l'époque et qui a quand même patiné avant d'arriver au sommet, ils ont des jeunes pilotes aussi dans leur académie, donc moi je me mets à la place de Pourchaire et je dis vous allez chercher De Vries, bon je l'avais pas vu venir. Je me mets aussi à la place de Giovinazzi quand Binotto a dit oui en 2023 Schumacher pour arriver chez Ferrari, ce qui paraît très surprenant, mais Giovinazzi, alors on l'oublie, mais c'est théoriquement le pilote de l'académie Ferrari le mieux placé, le plus expérimenté pour aller dans l'écurie mère. Donc ça fait aussi, c'est assez surprenant à cet égard, en forme de désaveu pour les pilotes des différentes académies. C'est ça, c'est au moment où il va bien, Giovinazzi, qu'on va lui montrer la porte. Après, pour Pourchaire, moi je pense que dans ce cas-là, c'est peut-être aussi, De Vries viendrait entre guillemets en bouche-trou, on planifierait Bottas pour l'avenir, De Vries on le prend pour un an, on sait qu'il restera qu'un an, on met Pourchaire à sa place l'an prochain, mais imaginons, l'Alpha est bonne, De Vries met une pilule à Bottas et finit 4 ou 5e du championnat. Si l'Alpha est très bonne, ça c'est encore... Voilà, j'extrapole. Mais même si l'Alpha n'est pas bonne, il met une pilule à Bottas. Comment on s'en sortirait là ? Ça, ce serait compliqué à gérer. J'y crois peu, personnellement. Mais... c'est Valtteri Bottas qui gère. Ouais, c'est ça. Je pense qu'à mon avis, ce serait pas étonnant que Bottas ait un contrat... je pense qu'il va se retrouver avec un contrat du même type que chez Mercedes. Le pauvre, il doit aller chez qui pour avoir un contrat de 2 ans, ce bonhomme là, parce que j'en peux plus. En fait, je pense que c'est Manpower qui le place en F1, c'est pas possible autrement. C'est l'intérimaire de service. Il reviendra chez Mercedes parce qu'un des deux pilotes aura quitté l'aventure. Mais après, pour ce qui est Pourchaire, clairement, c'est le pilote d'avenir d'Alfa Romeo et de Sauber, parce que même si Alfa Romeo part, puisque eux, ils ont fait un accord pluriannuel pour rester, mais par contre, Jean-Philippe Imparato a bien dit que ce serait révisé chaque année. Frédéric Vasseur a dit que Pourchaire était le pilote d'avenir. C'est lui qui prend en compte en priorité pour l'avenir. Il a dit, même si c'est pas 2022, ce sera 2023 ou 2024. Il a dit, je cite, je suis convaincu qu'il sera là à un moment donné et ce sera un des meilleurs pour le futur. Donc,
c'est évident que Pourchaire aura sa place. Mais après, je pense que si Vasseur ne le prend pas cette année, c'est tout simplement qu'il ne le juge pas prêt. Et dans ces cas-là, j'aurais tendance à faire confiance à Vasseur, qui est quand même un des meilleurs dénicheurs de talent. Oui, je pense qu'on n'aura pas un système avec 5 pilotes sous contrat. Vas-y, Franck. Non, en plus, dans les dernières déclarations d'Otto Wolff qu'il y a eu effectivement aujourd'hui, il ne s'attend pas non plus à un retournement de situation avec Frédéric Vasseur, comme il y en a eu chez Renault avec Cyril Abitpoul, au moment où il a fallu caser Esteban Ocon, qui avait un accord verbal qui avait été fait, et au final, c'est Daniel Ricciardo qui avait décroché la timbale. Il a clairement laissé entendre Toto Wolff qu'il n'y aurait pas de retournement de situation de ce type-là. Donc, ce qui veut clairement dire aussi que Vasseur et Wolff sont mis d'accord pour que Bottas aille chez Alfa Romeo. Bottas a d'ailleurs posté une photo où il est en train de préparer un stylo et du papier sur sa story. Donc voilà, donc c'est en train de se faire. Et pour en revenir sur le timing de l'annonce qu'on n'a pas parlé, ça se ferait donc certainement à Monza au moment où Kimi Raikkonen annoncerait du coup sa retraite. Donc c'est lui qui aurait quand même l'honneur entre guillemets d'annoncer le premier lancer de domino qui est donc voilà son départ pour que ensuite la machine s'engage avec l'arrivée de Bottas et De Vries donc a priori donc sur l'Alfa Romeo. Il pourra au moins l'annoncer cette fois-ci, puisqu'en 2009, il n'avait pas vraiment eu l'occasion d'annoncer sa retraite. Kimi Raikkonen, qui était parti dans d'autres circonstances quand il avait quitté la Formule 1 pour la première fois. Alors, So Bright and Delicate nous demande si Stellantis retire son soutien, est-ce que l'écurie sera à vendre ? Non. Alors, il faut savoir qu'Alfa Romeo, c'est pas la même chose que l'écurie Sauber. Alfa Romeo c'est un contrat de sponsoring plus, on va dire, mais Sauber, vous m'arrêtez si je me trompe, mais est actuellement fait partie de Longbow Finance, donc ils ont des investisseurs, ils ont des propriétaires, donc c'est pas... Ils sont comme Williams avec Dorilton, en fait. Longbow Finance, c'est l'équivalent. Ouais, c'est ça. Si Alpha se retire, ça s'appellera Sauber. Voilà, tout simplement. C'est pas l'équipe officielle Alfa Romeo, comme ça, c'est le cas avec Ferrari ou avec Mercedes, bien sûr. Donc là, il y a moins de problèmes. Guy, qui vous demande est-ce que Giovinazzi va aussi annoncer sa retraite. Ah là, ce serait terrible, mais je pense que là, non, il y aura moins cette envie-là. Comme le dit Xoran, comme Sauber a survécu exactement à BMW qui s'était retiré fin 2009 et qui nous a valu en 2010 des BMW Sauber Ferrari. C'était le véritable nom de l'écurie, puisqu'il fallait garder le nom de l'année d'avant, on ne pouvait pas changer de nom comme ça. Ça aussi, fait partie de ces règles. Un jour, on fera peut-être pendant l'intersaison un grand prix avec les règles un peu spéciales de la FIA, comme le fait que vous ne pouviez pas changer de nom, mais le nom du châssis. Enfin bref, il y a plein de choses formidables à découvrir, évidemment, dans le monde de la Formule 1. Dis-le, Manu. Donc, du coup, la dernière rumeur, ce serait Albon chez Williams aussi. Qui serait placé par Red Bull, qui veut lui... je pense que Red Bull, il voit que c'est bien aussi d'avoir un pilote et puis de trouver un avenir comme Wolff fait avec Bottas. Et du coup, je pense qu'ils savent que Albon vaut mieux que le DTM, quoi, concrètement. Ouais, mais ça m'ennuie parce que je vous ai annoncé dans cette émission qu'il sera en IndyCar l'an prochain. Et je vais encore passer pour un peintre, moi, avec ces affaires. Donc, ça ne peut pas. Moi, je ne suis pas d'accord. Faites-le citer en IndyCar, bon Dieu. IndyCar, d'ailleurs, on va récupérer Nico Hülkenberg, je pense. Alors lui, s'il y en a bien que je vois pas en IndyCar, c'est Nico Hülkenberg, mais qui vienne, moi, avec grand plaisir, bien sûr. Peut-être qu'il fera un podium là-bas. Des podiums. Ce serait le premier. Ou alors il terminera 3ème des 500 Basiapolis, sa seule course où il n'y a pas de podium. Ça sera fabuleux. Mais ce week-end, pour terminer rapidement, c'est le retour d'un Grand Prix qu'on n'a pas vu depuis 36 ans maintenant, le Grand Prix des Pays-Bas sur le tracé de Zandvoort, dans les dunes du côté néerlandais. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, de ce circuit, de ce Grand Prix, qu'est-ce qu'on peut imaginer, les 75 000 de Spa, donc on fait le déplacement maintenant, j'imagine. Je pense. La course ne sera pas terrible. Ça, moi, j'ai un peu peur que ça tourne. En fait, j'espère d'un côté que ça va être un peu comme le Mugello, avec un circuit qui pardonne rien et qui va nous amener du coup une course un peu, alors pas hachée, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit n'importe quoi, mais une course avec des pilotes qui font des erreurs, en fait, qui peuvent mettre des roues dans le gravier, qui peuvent perdre du temps. J'ai tendance à penser qu'on peut avoir des belles batailles stratégiques avec les sorties des stands, parce que la sortie des stands se fait entre le virage 1 et 2, donc ça peut être assez intéressant. Après, pour le reste, j'ai un peu peur que le circuit manque de sécurité lui aussi, mais je vais pas revenir sur le débat une troisième fois. Oui, Gasly a déjà dit que les dépassements à Zandvoort seront aussi difficiles qu'à Monaco, ce qui semble promettre. Moi, j'espère aussi que Pirelli a amené ses pneus les plus durs, et je pense qu'ils ont bien fait. Alors l'an dernier, ils avaient développé des pneus
spéciaux pour zone de vente, mais bon, la course n'avait pas eu lieu. Là, non, ce sont des pneus, les pneus habituels et les plus durs. Alors, certes, avec une construction renforcée des pneus arrière depuis cette année, mais j'espère quand même que les pneus vont tenir parce qu'on a des sacrés virages très rapides, en dévers, dans tous les sens. Donc, je sais pas, j'ai envie de voir ce que ça donne et j'espère que Mario Isola ne va pas encore déclencher la cellule de crise. Voilà, mais ça pourrait bien pimenter aussi ce week-end. Ouais, je pense qu'on va bien s'amuser au moins pendant les essais libres et les qualifications parce que c'est quand même un sacré circuit. Faut quand même y aller. Le problème, voilà, c'est qu'on a des F1 maintenant, ils font 2 mètres de large sur un circuit qui est pas très récent, qui a été certes modernisé, mais qui n'est pas très large. Donc pour se dépasser, ça va être, voilà, on peut peut-être être à l'abri d'une bonne surprise, hein, voilà, avec le banking qui a été rajouté. Voilà, il y a quelque chose un petit peu atypique. Donc moi, je suis preneur d'une bonne surprise, mais ça s'annonce quand même assez délicat de ce côté-là pour la course. Le banking, heureusement qu'il est là, parce que ça fait que la ligne droite du circuit est en fait rallongée de 500 mètres, quoi, du coup, puisque ça va être à fond. Donc ça, au moins, ce sera une bonne chose. Mais sinon, en fait, j'ai un peu cette impression de quasiment voir des F1 sur un circuit de karting, presque. C'est parce que ça bouge dans tous les sens, voilà, c'est un peu spécial. Il y a un enchaînement dans le deuxième secteur avec les 2 virages quasiment à fond, les 2 virages à droite, puis un 3e virage à droite qui sera quand même pris à moyenne vitesse. Le pneu avant gauche va crier, à mon avis, à ce moment-là. Et là, on espère que chez Pirelli, ça va être correct. Alors après, ça me fait peur de ça. Je pense pas que le circuit soit en lui-même très dangereux. Parce que l'avantage, c'est qu'honnêtement, dans les virages rapides, en soi, tu sors, t'es tanké dans les graviers. C'est pas plus compliqué que ça. T'es tanké, t'as les graviers, ils sont inclinés comme ça. T'as des murs de gravier. Et puis bon, y a pas... ça m'a l'air d'aller. Puis au pire, là, ils vont dans les dunes autour. Et puis ça se passera très bien. Là, il y aura tout ça. C'est un scandale. Se faire happer par Extinction Rebellion. Je sais pas, oui, il y a peut-être des endroits un peu. Ça remonter après le 3e virage, en fait, il y a une remontée très rapide avec des virages entre les rails aussi, donc j'ai un peu peur que ça puisse rebondir sur la piste. C'est juste surtout ça. Après, non, tout ce qui est banking et tout, je m'inquiète pas parce que c'est pas pire que les circuits d'IndyCar. Il y a des barrières, il y a des safers, tout va bien. Hein, donc, le banking, honnêtement, il va être totalement anecdotique. Hein, à un moment donné, ils vont le prendre complètement à fond. Pour tout vous dire, le banking va être abordé moins vite qu'Indianapolis à l'époque. Donc vraiment, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, je pense, sur ce virage. On en reparle évidemment lundi prochain dans Grand Prix, quand la course aura été d'un peu rouge, parce que 3 voitures ont glissé sur de l'huile et ont tapé au même endroit. Mais ça, voilà, écoutez. Quand le titre d'émission sera Pirelli le scandale. Pirelli le scandale, ils ont tous crevé dans le dernier virage. Qu'est-ce qu'on en fait? Je comprends pas. J'avais promis qu'il se passerait rien dans ce banking. Tu as menti. Un Grand Prix sans voiture, du coup. Oui, bah voilà, c'est ça. Si tout le monde a un problème en qualif. Ah ouais, mais là, non, on refait pas 4 heures. Hein. Moi, je suis pas prêt pour le dimanche. Race as one lap. Race as one lap, c'était la très très bonne blague. Puisqu'on rappelle officiellement, le Grand Prix de Belgique aura donc duré un tour. Alors, ça aussi, rapidement, c'était le petit scandale qu'il y a eu. C'est une différence parce que les gens disent mais oui, mais la course n'a fait qu'un tour, vous le voyez bien, c'est marqué dans les résultats, la FIA nous ment, nanana. Non. La FIA dit juste qu'il doit avoir 3 tours de fait, mais tant qu'ils sont faits dans la réalité. Après, ce qu'il y a sur les timings, tout ça, c'est pas pareil. En fait, la règle exacte, c'est 3 passages sur la ligne de départ. Ensuite, la règle classique du drapeau rouge, c'est on prend. Donc là, en fait, il y en a eu 3, ce qui a constitué 2 tours puisqu'ils sont partis de la ligne de départ. La règle, c'est on prend le classement au tour d'avant, ça fait un tour. Et c'est pour ça que Mazepin n'a pas eu son meilleur tour d'ailleurs. On a eu une course de 2 tours à Bakou cette année. Alors. Voilà, et ça n'a posé de problème à personne ce jour-là. Enfin, si, il y a beaucoup de monde d'ailleurs, mais bon, ça c'était encore. À Marc Weber notamment. Autre chose. Hein. On va faire des courses demi-tour avec un quart de point la prochaine fois. Voilà, on va vous faire ça et quand on vous parlera la semaine prochaine de Lewis Hamilton, leader du championnat avec 312 points,75, dont Verstappen qui sera 308,62 et puis voilà, après vous vous débrouillerez avec tout ça. On espère en tout cas que ça vous a plu ce nouveau numéro de Grand Prix. On va pas se le cacher, nous on voit le nombre de viewers, les statistiques, ça a l'air de vous avoir plu en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à nous suivre ce soir. Merci beaucoup Manu, merci Franck, merci Alexandre pour cette heure et demie, allez, 7h40 maintenant, bien sympathique avec Grand Prix. On se retrouve donc lundi prochain, on vous dit. Mais alors, l'émission va un petit peu faire de ping-pong pendant le mois de septembre. On repartira sur des bases plus communes au mois d'octobre, mais on se retrouve donc lundi prochain à partir de 20h30. Et puis, si vous voulez aussi savoir ce qui s'est passé dans le reste du monde des sports mécaniques ce week-end, vous venez ce jeudi à 20h30 sur cette chaîne pour le Racing Café. Là, ça durera encore plus longtemps. Donc, si vous trouvez que l'émission est un petit peu courte aujourd'hui, venez jeudi, il n'y aura pas de problème. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao, ciao. 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 Ciao.